Oui, des couples où il y a une personne qui est freelance et il peut y avoir énormément de frustration de l'autre personne qui justement a des horaires de bureau et quand c'est plus quand la personne sort du travail c'est fini alors que nous ça peut nous poursuivre jusque tard dans la nuit. Oui. Est-ce que le fait d'être entrepreneur, ça a déjà eu des conséquences sur ta vie amoureuse ou ton couple ? Ou, à l'inverse, est-ce que ce qui se passe dans ta vie amoureuse, ça a déjà impacté ta capacité à travailler et à diriger ton entreprise ? J'imagine que dans les deux cas, la réponse est oui. Et je pense que c'est le cas pour tous les entrepreneurs. Pourtant, c'est un sujet dont on parle très peu dans notre écosystème. Du coup, j'ai décidé de me poser avec Marie, mon amoureuse, qui est entrepreneuse elle aussi, et d'avoir une conversation honnête, profonde, sans filtre, sur l'impact et les liens qui se tissent entre notre relation et nos entreprises. Je pense que ça va te parler. Moi, j'ai une pensée qui m'a souvent traversé, qui est la pensée de « je ne suis bon qu'à travailler » et il y a un moment où l'intensité de ma vie professionnelle va me coûter tout le reste. Et c'est une pensée, je crois, dans toutes les relations intimes et amoureuses que j'ai eues depuis que je suis entrepreneur. Elle est arrivée à un moment donné dans ma tête. Est-ce que tu crois qu'il faut vraiment qu'on choisisse ? Ou est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir l'épanouissement qu'on veut dans tous ces domaines en même temps ? Marie, les relations amoureuses et intimes, c'est quelque chose qui est très peu adressé dans la plupart des podcasts qui parlent d'entrepreneuriat, de business. Et pourtant, je crois qu'on a tous et toutes vécu une situation où ce qui se passe dans nos relations intimes influence énormément ce qui se passe dans nos vies professionnelles. Et je suis curieux dans ton expérience, c'est quoi les liens qui se sont tissés entre ces deux dimensions de ta vie ? Alors, sachant que je suis entrepreneur depuis vraiment 2 ans, je le date vraiment en 2022. Moi, j'étais célibataire à ce moment-là. Et je pense que il n'y avait pas beaucoup de liens entre ma vie perso et, en tout cas amoureuse, et mon travail à ce moment-là. Et au moment où je faisais, quand j'étais dans toute ma reconversion, j'étais tellement focus dans mon projet qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour autre chose. Et aussi parce que je vivais une espèce de transformation intérieure très intense quand je faisais mes études de naturopathie. Et il y a eu vraiment un moment où tous les matins, je me réveillais et je ne savais pas qui j'étais. Et je pense que dans ce contexte-là, imaginer de créer des liens avec une personne et des liens forts, c'était impossible pour moi. Ce que j'entends dans ta réponse, c'est qu'il y a une notion de ressources disponibles et que dans une période, entre guillemets, intense professionnellement, de je me reconvertis, je me reforme à quelque chose de nouveau, juste les ressources étaient tellement prises par ton aventure professionnelle qu'elles n'étaient pas disponibles pour l'investissement que demande une aventure relationnelle, disons. Ouais, tout à fait. Et je pense que ça remue tellement de choses. En plus, dans la naturopathie, on parle de santé, de liens aux autres aussi, de prendre soin de soi, mais aussi des autres et de la planète. Et je pense que j'ai pris conscience de énormément de choses et je repriorisais ce qui était important pour moi à ce moment-là. Sur plein de sujets, sur peut-être mes valeurs aussi. Et donc, imaginer de rencontrer quelqu'un à ce moment-là et de pas savoir vraiment, en fait, de ce que je veux, ça le faisait pas, quoi. Ouais. Mais dans ma question initiale, il y a ce que t'es rentré tout de suite dans le paradigme de l'entrepreneuriat, qui n'a pas été ton paradigme pro depuis toujours. Oui, tu as raison. Et c'est vrai que dans ce paradigme, notre relation au travail est très différente que dans un paradigme salarié auparavant, que tu as vécu aussi. Mais je suis curieux aussi dans ce paradigme salarié, j'imagine que tu as eu des relations amoureuses, ça je le sais. Est-ce que à cet endroit-là, il y avait un lien aussi entre les deux, lequel il était ? Enfin, je te pose la question parce que moi, je me souviens de moments dans mon passé où c'était le bordel dans mes relations amoureuses, il y avait des embrouilles, il y avait des choses comme ça. Et du coup,
j'avais pas les ressources disponibles pour être pleinement performant dans le travail. Et tu vois, c'est des vases communicants, quoi. Ouais, à fond. Oui, c'est vrai que j'ai eu une vie avant l'entrepreneuriat. Comme tout le monde, je crois. Ouais. J'espère. Alors, le premier truc qui me vient là, c'est justement mon premier taf où je bossais avec une consultante, donc un peu dans un business, vraiment une petite boîte. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une personne assez importante dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai un peu lâché le taf, quoi. Impossible de me concentrer, je pensais tout le temps à cette personne, j'avais tout le temps envie d'être avec cette personne. Je faisais pas mal de télétravail à ce moment-là, et en fait, je bossais pas beaucoup. Et justement, je m'investissais beaucoup plus dans cette relation que dans mon travail. Et j'ai vraiment vu la différence, parce qu'au début, quand j'ai commencé ce boulot-là, j'étais à fond, il y avait que ça. Et puis j'ai rencontré cette personne et j'ai lâché le travail et j'étais grave focus. Et je pense que ça s'est répété pas mal de fois. Ce truc-là de mon travail, j'ai eu la chance d'avoir des travails qui me nourrissaient beaucoup quand j'étais dans le salariat. Et c'est vrai que si je rencontrais une personne et que j'avais envie de m'investir avec cette personne, j'étais beaucoup moins à fond dans mon travail et je m'investissais beaucoup plus dans cette relation perso. À quel point tu penses que c'est genré cette chose-là? Parce que je me raconte l'histoire en t'écoutant que c'est pas ce qui se passerait à un mec. Parce que j'ai l'impression que de façon, entre guillemets, inconsciente et potentiellement de nos éducations respectives, les mecs vont prioriser davantage le travail, le pro, et moins s'engouffrer, comme j'ai l'impression que tu expliques dans une relation amoureuse. Je pense qu'il y a une partie qui est complètement genrée, parce que quand tu es éduquée en tant que femme, petite fille, jeune femme, on t'apprend à prendre soin des autres et à pas prendre soin de toi. Et en tout cas, à refouler tes émotions, les garder bien à l'intérieur, mais par contre, gérer toutes les émotions des gens autour de toi. Et je pense que du coup, oui, on le répète plus tard, quoi, et ça se montre au travail. Donc oui, il y a une énorme partie genrée, c'est sûr. Et les petits garçons, on les éduque à être performants au travail, être les meilleurs, et on les encourage. Alors que nous, on nous encourage à déjà être compétitives entre nous, entre femmes, entre petites filles, et ensuite à tout lâcher quand on aura trouvé the one, l'élu. Est-ce que ça a créé des frustrations dans tes relations précédentes, du coup, ça? Ou actuelles, d'ailleurs, mais... Je sais pas, parce que... en tout cas, les 2-3 relations là, auxquelles je pense, qui ont été importantes dans ma vingtaine, c'était souvent des personnes qui étaient dans l'entrepreneuriat, des freelances. Et donc, il n'y avait pas ce truc de... Bon, par exemple, qu'on retrouve beaucoup dans le salariat, des horaires, je suis au bureau de telle à telle heure. Je pense que je ne l'ai pas ressenti au niveau du travail, en tout cas. Ok. Ouais. Parce que je suis curieux de ce truc de... Tu parles de beaucoup t'investir dans tes relations à cette période-là, et que du coup, toi, ça te coûte au niveau du travail, entre guillemets. Et je me demande, si on prend l'hypothèse de ces comportements genrés, est-ce que du coup, tu avais l'impression que l'autre était moins investi et plus dans le travail, que tu faisais tout le taf? Ce qui est quelque chose que j'ai l'impression se passe souvent dans beaucoup de relations où il y a une personne qui a l'impression de faire tout le taf pour les deux, et l'autre personne qui est dans ses projets, dans sa vie, dans ses trucs. C'est pour ça que je te posais cette question. J'étais curieux de si tu avais ressenti ça à cette époque. Ouais. Oui, je pense que j'étais beaucoup plus investie. Ça me fait penser à une chanson de Drake. Une ligne où il dit je m'aime assez pour t'aimer plus pour nous deux. Je m'aime assez pour nous aimer assez pour nous deux. Quelque chose comme ça. Et c'est un pote qui m'avait dit ça te ressemble grave, c'est grave ce que tu fais dans tes relations. Et je l'avais tellement mal pris. Ah waouh. Et en même temps, c'était exactement ça, quoi. C'est je t'aime assez ou je m'aime assez? Parce que ça change pas mal l'interprétation de la phrase. C'est je m'aime assez pour nous aimer, pour que t'aies pas besoin de m'aimer, en fait. C'est presque ça, tu vois. Et que j'ai assez d'amour pour moi et pour nous deux pour que toi, t'aies pas besoin de t'investir. C'est marrant parce que du coup... C'est One Dance, la chanson.
Je mettrai peut-être un extrait dans l'enregistrement. Mais je me dis, j'ai l'impression qu'une des visions de l'amour et des relations qu'on nous vend beaucoup, c'est ce truc de « j'ai besoin de quelqu'un pour me compléter », on trouve sa moitié. À fond. Et j'ai l'impression que cette phrase, elle dit l'inverse. C'est genre, je m'aime complètement et du coup, je peux t'accueillir là-dedans. Et parce que ce que j'ai l'impression de connaître de toi, et c'est cool parce que du coup, on a une conversation là sur ça aussi, c'était pas ça, ton passé. Non, c'était pas ça. Je pense que c'était beaucoup, oui, en effet, la recherche de l'autre qui va faire que enfin je vais m'apprécier à ma juste valeur et enfin je vais recevoir tout l'amour que je pense mériter. Et j'ai fait beaucoup de philo quand j'étais au lycée. Et j'étais vraiment obsédée. Évidemment, je trouve plus le nom. Mais c'est dans le banquet de Platon où il y a une des personnes qui raconte un mythe et qui raconte qu'avant, les hommes et les femmes étaient liés ensemble, mais physiquement. Ils étaient reliés, donc c'était un être à 4 bras, 4 jambes. Ah oui. Et qu'en fait, ils étaient tellement puissants à deux que les dieux se sont dit ils vont nous faire des dingueries, on va les séparer en deux. Et donc du coup, tout ce que les humains cherchent maintenant, c'est cette autre moitié qui leur a été... enlevée par les dieux. Voilà, exactement. Et c'est vrai que c'est sexy de vouloir acheter cette histoire et se dire que c'est ça. Bah oui, c'est génial. Cette recherche. Et puis quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis c'est peut-être cette personne. Ouais, il y a une espèce de quête associée, quoi. Ouais. Et je me souviens, au lycée, c'était un truc... Ouais, j'aimais beaucoup cette histoire. Qu'est-ce qui a changé dans ta perception des relations depuis ça, du coup ? Le féminisme. J'ai lu des livres. C'est-à-dire ? Bah, je me suis rendu compte, c'est un truc dont j'ai pas mal parlé là récemment sur mon compte Instagram, mais j'avais une espèce de colère que j'arrivais pas à identifier, une espèce de mal-être, un truc pas bien, que ce soit dans mes relations ou pas, mais une espèce d'injustice, tu vois. Et c'est à l'université où je me suis vraiment penchée là-dessus, où j'ai commencé à lire des livres autour du féminisme. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, pourquoi je suis pas bien, c'est qu'en fait, il y a tout un système qui fait que on n'est pas bien, en fait, le patriarcat. Et on peut pas s'épanouir. Et je pense que déjà, cette première prise de conscience a fait que, voilà, je comprends mieux pourquoi j'étais obsédée par cette idée de ces deux êtres reliés, mais que ça n'existe pas, en fait. Et que c'est vraiment les meufs qui font le taf pour essayer de trouver cette autre personne et de la garder et faire en sorte que la personne en face est satisfaite. Ouais. C'est pour ça, je pense que ce sujet-là autour des comportements genrés dans les relations, il est aussi hyper important pour nous en tant qu'entrepreneurs. C'est que si on a cette charge mentale à ce point dans nos relations, en même temps que la charge mentale hyper forte du fait d'essayer de développer un projet, une entreprise. Genre, au bout d'un moment, en fait, on peut pas répartir autant de charge mentale sur autant de sujets connexes et tout jongler en même temps. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important ce que tu dis là sur prendre conscience qu'il y a surtout souvent les personnes assignées femmes ou genrées qui s'identifient au genre femme dans ces comportements-là. Ouais. Et que du coup, comment tu fais pour gérer les deux ? C'est juste pas possible, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'on appelle, on voit les femmes qui ont plusieurs boulots, et il y en a un, c'est celui de gérer toute la maison, quoi. Et c'est du travail non rémunéré, mais c'est du travail. C'est une deuxième journée, une troisième journée, peut-être pour certaines, d'ailleurs. Qu'est-ce qui a changé dans ton comportement, du coup, depuis ces prises de conscience, tu dirais ? Enfin, dans tes relations, en tout cas. Ça n'a pas changé tout de suite, clairement, parce que c'est bien ancré à l'intérieur, et c'est difficile de déconstruire. Et je pense que même aujourd'hui, il y a des trucs qu'on répète et je pense qu'on a plus de conscience, donc on est en mode ok, là je suis en train de tomber dans un truc qui me convient pas, mais enfin c'est facile d'y retomber, quoi. Et maintenant, ce qui a changé, il y a vraiment un truc pour moi, ça a été une grosse rupture, tous les sens du terme, rupture amoureuse, mais rupture aussi avec façon de faire. C'est que à chaque fois que je rencontrais une personne, je lâchais tout et je lâchais tout le monde. C'est-à-dire, je ne voyais plus mes potes. Et je me rendais disponible pour la personne 24 heures sur 24 pour être sûre de ne pas rater un seul moment que je pourrais passer avec cette personne.
Et évidemment, moi j'ai vraiment répété un truc où je me mettais en couple avec des personnes où je savais très bien inconsciemment que ça n'allait pas marcher, et ça se finissait toujours très mal, et c'est toujours moi qui me faisais larguer. Et donc du coup, après, je me retrouvais toute seule parce que j'avais vraiment quasiment plus parlé à mes potes les derniers mois où je relationnais avec quelqu'un. Et donc il y a eu cette espèce de rupture importante, et je me suis dit, mais plus jamais je fais ça en fait. Plus jamais je laisse mes potes de côté, plus jamais je mets au-dessus une relation que mes potes. Parce qu'à chaque fois, en plus, j'ai des amis merveilleux qui m'ont accueilli les bras ouverts alors que j'étais fracasse. Et que en plus, derrière, je les avais laissés tomber, quoi. J'étais plus là pour eux. Bon, ça durait jamais très longtemps, mais quand même. Et ça, c'est encore dur. J'ai encore du mal à me pardonner, tu vois. Alors, je pense que c'est un comportement que beaucoup de gens ont. Tout à fait. Sous l'influence de ce truc que tu as parlé tout à l'heure, le mythe qu'il faut trouver la personne et que c'est le truc le plus important de sa vie. Et que les amis, c'est la salle d'attente. Et que ensuite, une fois que tu as trouvé la relation, y a que ça qui compte, en fait. Et pour moi, c'est le plus grosse erreur qu'on peut faire. Et aussi de se rendre compte que tes potes sont des relations d'amour, en fait. C'est des relations amoureuses. Et en y pensant, je pense que j'ai eu des ruptures amicales plus douloureuses que des ruptures amoureuses, finalement. Moi, j'ai une pensée qui m'a souvent traversée sur ce lien entre relations amoureuses, intimes et ma vie pro, que j'ai mentionné dans un podcast récemment que j'ai enregistré, qui est la pensée de « je ne suis bon qu'à travailler ». Et il y a un moment où l'intensité de ma vie professionnelle va me coûter tout le reste. Et du coup, ma vie amoureuse va s'effondrer. Et c'est une pensée, je crois, dans toutes les relations intimes et amoureuses que j'ai eues depuis que je suis entrepreneur. Elle est arrivée à un moment donné dans ma tête. Et j'ai l'impression que ce qui se passe derrière cette pensée, c'est qu'il y a un choix à faire. On ne peut pas être bien dans tous les domaines de vie, et qu'il y a ce silotage à faire de voilà, j'ai un choix dans cette expérience humaine, je vais être le boss de l'entrepreneuriat ou je vais avoir une relation intime épanouie. Est-ce que tu crois qu'il faut vraiment qu'on choisisse, ou est-ce que tu penses que c'est possible d'être entre guillemets d'avoir l'épanouissement qu'on veut dans tous ces domaines en même temps? Je pense que c'est possible. Mais ça demande beaucoup de taf. Je pense que ça demande à renoncer parfois à certains trucs, sans sacrifier quoi que ce soit, bien évidemment. Mais ça demande beaucoup de soins, beaucoup de temps, de l'espace psychique aussi, qu'on n'a pas tous, en fait, quand on est dans nos vies qui vont à 1000 à l'heure. Et je pense que c'est possible parce que j'ai l'impression qu'on y arrive... tous les deux à peu près. Je crois. À peu près. Même s'il y a des moments où, forcément, des moments où ça tire un peu, il faut qu'on en parle. Je pense que c'est possible, mais encore une fois, c'est systémique, quoi. Le système actuel fait que c'est très difficile d'y arriver quand on a nos vies tellement rapide, et lapsus quand on vit dans des villes aussi super intenses. Ouais. Et effectivement, je pense que une des raisons pour lesquelles je suis trop heureux qu'on ait cette conversation maintenant sur le podcast, c'est qu'on est dans cette recherche constante ensemble de trouver la juste dose et balance entre s'investir dans nos projets pro à différentes hauteurs parce qu'on est des personnes différentes et des projets différents, et prendre soin et s'investir dans notre relation amoureuse. Et j'ai l'impression que le fait qu'on... il y a cette recherche constante, c'est jamais parfait comme tu as nommé, mais on est toujours en train d'essayer de corriger pour améliorer. Ouais. Et il y a aussi, en plus de notre travail, notre relation, il y a aussi nous, tu vois. Oui. Les moments qu'on a envie de passer seuls, et qui sont aussi tout aussi importants, les moments qu'on a envie de passer avec nos potes. Et ça aussi, c'est un paramètre, quoi. Tu dirais que c'est quoi les choses qui nous aident à trouver cet équilibre, du coup, en tout cas pour toi? Et moi, je pense que je nommerai les miens après. Ouais. Vivre à la campagne. On a quand même beaucoup moins de stimuli extérieurs. Ouais.
Donc, ouais, vivre à la campagne, définitivement. Pas vivre dans la même maison. Ça nous permet vraiment de... Alors, le mot qui me vient, c'est compartimenter, même si c'est pas vraiment ça. Mais ça nous permet quand même de dire, y a des moments où on se focus là-dessus, des moments où on est là-dessus. Et même si tout est quand même en interconnexion. Hein. Est-ce que je peux m'arrêter un instant là-dessus avant, parce que j'ai l'impression que tu vas avancer dans ta liste. Ouais, là. vas-y. J'ai l'impression que le fait de ne pas être constamment dans le même espace, de partager une chambre par exemple. Donc pour contexte, pour les gens qui nous écoutent, on habite au fin fond de la campagne en Corrèze, sur une petite colline. Moi j'habite en colocation dans une maison, et avec mes 2 meilleurs potes. Depuis 2021, on habite là. Et Marie, toi t'habites dans une autre petite maison à côté, sur le même terrain. Donc on est à quoi, 50 mètres l'une de l'autre ? Ouais, genre, il faut 10 secondes pour se retrouver. Voilà. Mais on a des espaces distincts et chacune à nous. Et ça a été une vraie conversation de est-ce que c'est ce qu'on veut ? Est-ce que... Enfin voilà, déconstruire l'enjeu aussi de se dire le but c'est d'habiter ensemble. Ouais. En tout cas pour l'instant, on s'est trouvé cet équilibre-là. Et c'est vrai que j'ai l'impression que moi ça me fait beaucoup du bien pour cet équilibre que tu mentionnes entre j'ai un espace travail, j'ai un espace relationnel qu'on choisit de vivre quand on le veut. Exactement. Et j'ai un espace plus individuel et solitaire. C'est plus dur pour moi d'avoir ça parce que j'habite en coloc. Du coup, souvent, je me sens frustré de ne pas avoir assez de temps seul. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça nous aide, comme tu dis, entre guillemets, à compartimenter. En tout cas, à trouver les espaces dont on a besoin. Parce que je pense que tout le monde a besoin d'espaces de solitude, espaces relationnels. Et je trouve que c'est vrai que ça nous aide beaucoup. Mais il y a beaucoup de gens qui sont très étonnés de cette structure relationnelle face à, je pense, des injonctions de il faut vivre ensemble, tu vois. Comment tu vis ça ? Déjà, aussi pour remettre un peu de contexte, moi j'ai vécu seule pendant 10 ans et j'adore ça. Vraiment, je kiffe passer du temps avec moi-même. Ça a pris du temps, bien évidemment. C'était pas un truc... j'ai eu des périodes où je me sentais très seule. Mais quand on arrive à transformer ça, et en fait on n'est pas seul, on est avec nous-mêmes et on passe notre meilleure vie, ça c'est vraiment chouette. Est-ce que tu peux me répéter ta question du coup ? En fait j'ai envie qu'on zoome un peu. Ah oui, par rapport aux gens, les réactions des personnes, ouais. Sur ce mode de vie qu'on s'est choisi. C'est hyper intéressant parce que déjà nous quand on a commencé à en parler, d'imaginer que je te rejoigne en Corrèze et sous quelle forme. On se disait au début, peut-être qu'au bout de 3-4 mois, quand j'aurai fait mes marques, tu me rejoindras dans la maison. Et moi, j'ai senti très vite que c'était pas quelque chose dont j'avais envie. Surtout que la maison... si je m'imagine vivre avec quelqu'un, j'ai vraiment envie qu'on ait 2 espaces distincts, donc 2 chambres, notre chambre chacune. Et c'est pas possible dans la maison que j'ai. C'est une grande maison, mais quand même, il n'y a pas de 2 chambres. Non. C'est l'équivalent en termes de taille, c'est genre 60 mètres carrés, c'est un gros appartement en 2 pièces. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je dis non, on n'habite pas ensemble, moi je suis dans ma petite maison, mais on est juste à côté, il y a des réactions, il y a des gens qui sont vraiment là, c'est trop con, tu vois. Et je fais non, mais moi c'est vraiment ça dont j'ai besoin, j'ai envie. Et pareil, et tu as parlé de ça tout à l'heure, de choix. On choisit en fait les moments où on a envie de passer ensemble. Moi, les moments de qualité, c'est très important pour moi, plutôt que quantité. Et c'est vrai que souvent, quand il y a des moments où on est frustrés tous les deux, c'est qu'on passe du temps ensemble, mais qui n'est pas qualitatif. Et moi, je sens que ça réveille des trucs en moi. Je suis pas contente, quoi. Ça me plaît pas. Et il y a des moments aussi où je sens que j'ose pas te dire que là j'ai besoin d'être seule, et donc on passe du temps ensemble et ça se passe pas bien. Oui. Je vois des moments desquels tu parles. Je suis dans mon coin, je parle pas beaucoup. Ouais. Donc. Mais tu vois, c'est dur parce que tu parlais tout à l'heure de cette conversation qu'on a eue où on s'était raconté l'histoire de tu viens, tu fais tes marques et peut-être j'arrive. Et il y a un moment où on a eu une conversation où tu m'as dit en fait c'est pas ça que je veux. Et je me souviens, tu étais flippée de ma réaction. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est ça qui se joue aussi, les moments où tu as envie d'être seul. En fait,
on se crée des peurs sur la réaction de l'autre, alors qu'en vrai, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a osé se poser et dire en fait, là, j'ai besoin de X, bah, c'est hyper bien accueilli. Oui, de fou. Et après, on est trop content de se retrouver quelques heures plus tard, quoi. Ouais. Ça change tout, en fait. Et par rapport aux gens, ça m'étonne beaucoup à chaque fois. Bon, en même temps, c'est pas anodin, enfin, c'est pas normal, entre guillemets, parce qu'on le voit pas beaucoup. Et je pense que c'est là où on est très privilégié, en fait, on peut le faire. On peut payer 2 loyers, en fait. Parce que j'ai l'impression, ce qui se passe aussi, c'est que beaucoup de gens emménagent, bon, ils ont envie d'emménager ensemble, évidemment. Mais il y a aussi ce truc, c'est trop bien, on va partager notre loyer en 2, quoi. Il y a un enjeu économique. De ouf. Et nous, notre privilège, c'est qu'on l'a pas trop, ça. Ouais. Donc, Mais je me souviens d'un rendez-vous avec un ostéo du coin qui en fait, a tout de suite pensé qu'on habitait ensemble et que c'était toi qui payais le loyer. Oui. Parce qu'il me dit c'est super pour toi, tu payes pas de loyer. Je dis, en fait, si. Et puis même si on habitait ensemble, en fait, on partagerait le loyer, quoi. Et bon, après, c'est un peu un vieux de la vieille. Il est très sympa. Clairement, il n'a pas déconstruit plein de choses et bon, c'est OK. Oui. Mais quand je lui ai dit, j'ai ma petite maison, il m'a dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est chiante celle-là, en rigolant. Et c'était OK, je ne l'ai pas pris contre moi. Mais c'est vrai qu'il y a cette réaction. Et comme si, et aussi, il y a ce truc, bon, c'est sexiste de dire, en fait, c'est moi. C'est absolument moi qui ne veux pas. Et peut-être que toi, t'es frustrée. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu cette histoire. Ouais, ma psy, le premier rendez-vous avec ma psy, où du coup, le premier rendez-vous, on raconte notre vie, etc. Et je lui raconte ça, et elle me demande direct, est-ce que c'est souhaité ou c'est subi ? Et ça m'avait étonné. Mais tu vois, j'ai l'impression que tout ça, ça parle aussi de... Pour trouver cet équilibre relationnel et une forme qui te correspond et qui te permet de trouver l'équilibre dans tes autres domaines de vie, ça passe par déconstruire la forme naturelle, pas naturelle, mais en tout cas qu'on voit... qui est normalisé, où on se raconte qu'on doit vouloir ça. Ouais. Et je me dis, je pense qu'il y a plein de gens qui se conforment à ça, alors que c'est pas ce qu'elles veulent vivre. Ouais. Et c'est pas facile, comme tu le mentionnes, genre d'inventer un autre mode de relationnel, de se dire, on aura 2 maisons séparées, et on va trouver d'autres façons d'être en interaction et d'avoir du temps qualitatif. Genre nous, on joue avec notre agenda pour se dire quand est-ce que moi je viens dormir chez toi et tu viens dormir chez moi. Parce qu'on dort pas ensemble peut-être la majorité des nuits au final. Ouais. Et ça, j'ai l'impression effectivement qu'il y a plein de gens qui n'osent même pas imaginer que c'est une possibilité et donc le poser sur la table dans la conversation avec la personne. Ouais. Je me souviens, ça a été source d'une énorme engueulade avec un ex quand j'ai changé d'appartement pour un appartement beaucoup plus grand. J'étais trop contente. En fait, il l'a trop mal pris. Que ce soit pas un truc où on emménage ensemble. Ah ouais. Ouais. Et moi, j'étais là, non, tu seras évidemment le bienvenu, mais on n'emménage pas ensemble. Je peux te donner ma clé avec grand plaisir, mais... Ouais, mais c'est chez moi. Nope. Je pense qu'un truc qui est souligné par tout ce qu'on se dit là aussi, c'est à quel point, et bon, personne va être surpris en l'entendant, mais la qualité des espaces de conversation et d'échange aide de fou sur ça. Être capable de se dire ces choses, d'entendre, d'écouter. Et ça, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose de fondamental qui nous permet de trouver cet équilibre ensemble. Et je sais que ça n'a pas toujours été le cas dans tes relations passées, ni dans les miennes, clairement. Et c'est une compétence que j'ai apprise, que j'ai dû apprendre au bout d'un moment. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de dire sur ça Ouais, carrément. Moi, j'aimais beaucoup être avec des personnes... ce que je disais tout à l'heure, je choisissais inconsciemment, consciemment parfois, sûrement, des personnes avec qui je savais que ça ne pouvait pas marcher. Personnes qui n'étaient pas disponibles, en fait, émotionnellement, par leur vie aussi, enfin... Et ouais, je pense que j'ai beaucoup souffert de ça, forcément. Est-ce que tu peux me répéter un peu ? C'est juste, quand on parle pas de ces genres de choses, j'ai l'impression que ça accumule un poids mental pour tout le monde. Ouais. Et du coup, avec ces personnes-là, moi, j'étais beaucoup avec des personnes mutiques et vraiment indisponibles émotionnellement, mais parce qu'on leur a pas appris, en fait. Oui, on est... Là, je pense particulièrement du coup à des hommes où je voyais c'était des personnes qui souffraient beaucoup, en fait. Ouais. Et qui n'étaient pas en capacité de dire ce qu'ils ressentaient parce qu'on leur a jamais appris.
Voire on leur a appris l'inverse. Voilà, exactement. Et du coup, moi, je me plongeais à cœur perdu. Je sais pas si c'est une expression, mais j'y allais à fond parce que j'étais en mode je vais te sauver, je vais t'apprendre, ça va être super. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Mais ouais, j'étais beaucoup avec ce genre de personnes-là où j'essayais en fait d'avoir des conversations, de débloquer des trucs. Et en fait, je me prenais des murs. Et du coup, souvent, ce qui se passe, c'est la colère. C'est beaucoup de colère qui ressort parce que il y a beaucoup de frustration de ne pas arriver à me dire ce qui se passe. Et du coup, on revient aussi à ce truc de charge mentale où en fait, c'est moi qui fais tout le travail d'essayer de décortiquer qu'est-ce qui se passe pour cette personne. Pourquoi elle n'arrive pas à me dire et est-ce que c'est moi qui ai dit quelque chose, qui est trigger, qui est machin est-ce que donc c'est à moi de changer, c'est à moi de faire autrement et ça, pareil, je l'ai fait énormément de fois. Je me dis, quand t'as tout ça qui se passe dans ta tête, genre ça me semble tellement pas possible de en même temps avoir tous les trucs qui se passent pro. Enfin, tu vois, la charge mentale, elle est immense, quoi. Et souvent, je me dis, quelle chance on a et même, bien sûr, on a beaucoup bossé pour y avoir cette solidité émotionnelle, je pense, pour en parler de toutes ces choses et que ce soit ouvert. Mais je me dis, si on n'avait pas ça, genre, je me projette dans des relations que j'ai eues dans le passé, et si je me dis, j'ai ça et les enjeux internes de ma vie pro en ce moment, genre, jamais je peux consolider les deux ensemble. C'est trop. Ouais, c'est une tornade. Et je pense que c'est la réalité de beaucoup de gens. Qui, en plus, d'ailleurs, doivent se culpabiliser sur mon projet pro avance pas assez vite, j'arrive pas à bosser, faire ci, etc. Et qui regardent du contenu business sur les réseaux sociaux en se disant « Oh, je suis le problème, c'est moi qui n'arrive pas à m'organiser ». Alors qu'en vrai, le nœud, il se trouve sur le fait qu'il n'y a aucun espace de conversation dans leur couple. Ouais. Et qui peut être parfois aussi, encore une fois, systémique. J'aime bien remettre le... Oui, c'est pas le problème du couple, c'est le problème de... Il y a aussi le fait, voilà... Et ça me fait penser, tu vois, par exemple, là, tu parles de trucs business sur Instagram, mais je me souviens plus de son nom. C'est un mec américain qui fait des podcasts aussi. Et donc, tu vois, il filme tout, il met tout sur Insta. Et j'étais hyper choquée parce qu'il dit un truc en mode... alors, le pire truc que tu peux faire en couple, c'est le soir te mettre devant un film. Ah oui, je me souviens. Et regarder un film ensemble. Et je t'en avais parlé direct parce que ça m'avait vraiment activée. En fait, il y a plein de gens qui n'ont pas le choix. En fait, leur seul moment de passer du temps ensemble, c'est le soir. Le soir, ils sont épuisés parce que parfois, il y a les enfants, il y a le taf, comme tu disais. Si t'es entrepreneur, ça peut être encore plus présent. Et en fait, le seul moment où on se retrouve et on a peut-être un peu de tendresse et on peut rigoler ensemble devant un truc, etc. En fait, ça peut être un moment genre hyper chouette et pas être le pire truc que tu peux faire pour ton couple. Et je le vois un peu avec nous, il y a des moments de taf méga intenses où en fait on peut pas se retrouver la journée, on n'a pas l'espace d'avoir justement des discussions, tu vois. Et le seul moment où en fait on peut passer un peu de temps ensemble, c'est devant 3 épisodes de Friends, tu vois. Et c'est ok, c'est pas grave, ça veut pas dire que notre couple est à la dérive et qu'on se parle plus. Et en fait, ces injonctions-là et ces énormes généralités, moi, ça me vénère de ouf, quoi. En fait, on fait ce qu'on peut. La plupart du temps, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Et J'ai envie de revenir sur avoir les conversations importantes. Parce que je sais à quel point il y a on le voit nous dans nos séminaires, parce qu'il y a une grande partie de ça dans nos séminaires sur la relation client. On a un séminaire qui s'appelle Communication authentique, qui est basé sur ça, justement, sur ouvrir ces espaces d'authenticité avec soi et ce dont on a besoin et ce qu'on ressent, et ensuite avec l'autre dans les interactions pro, mais aussi perso, parce que c'est souvent là, comme je le disais, le nœud qui nous bloque sur notre vie professionnelle. Genre, je pense à toutes les personnes qui sont dans 2 mondes séparés. Elles ont leur monde entrepreneurial, leur conjoint ou conjointe est dans un monde plutôt salarié, et elles n'arrivent pas à faire communiquer les mondes. Et c'est souvent ce truc, quand on se lance, de tout le monde pense que tu es disponible H24 parce que tu bosses chez toi. Et donc, comme tu es chez toi, tu vas faire... Alors que non, en fait, tu es là, mais tu bosses, quoi. Et je suis curieux les gens qui nous écoutent, qui se disent « Ah ouais, j'ai trop besoin de ça, c'est vrai que ça ferait trop du bien », mais qui ont peur ou ne savent pas par où prendre le morceau. Tu penses que ce serait quoi le point d'entrée facilitant ? Parce que je sais que moi, j'ai eu cette construction de communication très, très, très transparente.
C'était moins ton cas quand on a commencé à être en lien ensemble. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient trop ou qui t'ont aidé, genre les points d'entrée qui t'ont facilité pour que ça devienne aussi quelque chose de plus normal pour toi? Ouais, c'était vraiment nouveau pour moi quand on a commencé à relationner et que t'étais autant dans la demande de se dire comment ça va, mais même des météos, tu vois. J'étais de quoi tu me parles? C'est ma question préférée tous les jours. Dis-moi, comment ça va vraiment, genre météo émotionnel? C'est ça, et moi je suis là, ça va. Et en fait, je pense que déjà j'étais prête, tu vois, à me dire, ok, bah là on est vulnérable et c'est ok. Bon, il y a des moments où c'est dur, mais je pense le point d'entrée le plus important, et tu seras évidemment d'accord, c'est le consentement. C'est où tu me demandes si t'as... est-ce que c'est ok si on se parle honnêtement, avec beaucoup de transparence, comment c'est pour toi, avant d'engager la moindre discussion, de dire, je te demande, est-ce que ça serait ok pour toi, au lieu de dire, en fait, là, il faut qu'on se dise les choses. Donc je pense déjà d'y aller comme ça, avec ce truc de, est-ce que là, t'aurais l'espace pour qu'on ait une conversation où ça va y avoir des émotions, des choses pas forcément confortables. Ouais, j'ai envie de poser ça sur la table. Est-ce que t'es ok qu'on le fasse? Ouais, grave. Ou peut-être c'est plus tard. Donc ça a été vraiment... mais même genre... Donc trop chouette. Et un truc aussi qu'on a fait assez rapidement, je sais plus si tu les avais déjà ou tu les avais achetées, c'est des cartes avec des questions dessus. Et ça, moi, ça m'aide de ouf, en fait, d'avoir un espèce de petit prompt. Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu moins dans sa tête, du coup. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup bossé en thérapie, c'est que quand j'ai besoin de dire les choses, je passe beaucoup par le corps. Comment je me sens, c'est quoi l'émotion, c'est quoi la sensation. Je pense qu'on faisait beaucoup ça, je te parlais beaucoup au début de notre relation, j'avais une espèce de boule d'angoisse très intense dans le ventre. Et souvent, je partais beaucoup de là, en fait. En mode genre, là, je sens qu'il y a ce truc-là. Et ça me permet un peu de détricoter un peu comment je me sens. C'est vrai que j'en accumule un peu des jeux de cartes de ce genre, parce que j'aime vraiment trop ça. Ouais, et c'est génial. Ça facilite les espaces conversationnels. Là, on en a plusieurs sur le couple et la relation. Je crois qu'on y en a un spécialement sur la sexualité. Je crois que j'en ai un qui est pour les couples. Il y en a un qui est plus pour les groupes d'amis. D'amis, ouais, il est chouette celui-là. Et à chaque fois, tu tires une question sur une thématique et ça ouvre des chouettes conversations. C'est vrai que c'est un bon point de départ, je pense, ce genre de jeu. C'est un super outil. Et surtout, encore une fois, avoir l'option de dire, là, j'ai pas envie de répondre. Oui. On se force à rien, quoi. Ouais. Moi, j'ai envie de raconter comment c'est arrivé cette compétence-là aussi. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Même si j'ai l'impression que j'ai une forme d'appétence pour ça. Parce que sensibilité, j'ai pas l'impression d'avoir été trop conformé à le mec, tu vois. J'ai toujours un peu fui cette forme de sociabilisation dès le collège, et tous les mecs qui jouent au rugby, et j'étais en mode je veux pas jouer au rugby, je veux pas aller tu vois, leur amusement c'était de se foutre sur la gueule. Et moi je voulais pas faire partie de ça. Donc bon, tout le collège lycée, j'ai été ami surtout avec des groupes de filles. Enfin, toute ma vie, j'ai été un peu le seul mec avec des groupes de filles. Donc, j'ai l'impression que ça a déjoué le côté sociabilisation genrée de ce que ça veut dire d'être un mec. Et en même temps, forcément, j'y suis quand même soumis. Mais le moment où... Il y a 2 moments marquants, je pense, qui m'ont le plus fait plonger dedans. La première, c'est moi aussi la rencontre avec le féminisme, notamment par mes 2 colocs, Isaline et Dani. Qui en gros m'ont grave éduqué sur ces trucs-là, et ça a été formidable. Nommer mes privilèges, me rendre compte justement de ce travail de qui a la charge émotive dans les relations, et faire de son mieux pour déconstruire ça. Mais l'autre truc, je pense, qui m'a beaucoup fait bosser là-dessus, c'est découvrir les univers polyamoureux et sex-positifs, parce que c'est des endroits où du coup ces relations ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas la transparence. Et donc, ça le rend tellement présent dans les interactions
que ça normalise le truc. Ouais. Et c'est notamment le mouvement sexe positif qui est du coup autour de faire en sorte que les relations intimes et sexuelles soient le plus consenties possible, avec tout un protocole autour, et tout le monde se parle tout le temps de qu'est-ce que tu as envie, et trouver la justesse dans l'interaction, jusqu'à juste un câlin, quoi, et se demander est-ce qu'on peut se faire un câlin, est-ce que tu es OK pour que je te prenne la main, enfin des trucs comme ça. Et j'ai l'impression que ça, petit à petit, ça a fait que c'est juste devenu une forme de norme dans ma manière d'être en lien avec les gens. Déjà de poser des questions tout le temps, mais aussi de own, comment dire en français, de assumer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et le truc, je pense, qui a vraiment changé ma perception des choses là-dessus, c'est de se dire, si j'assume pas ce qui est juste pour moi, et que je rentre dans une relation où c'est pas juste, on va se le faire payer à un moment donné, et ça crée plus de problèmes que ça ne crée de soins et de kiff, quoi. Et du coup, de toujours avoir cette attention de qu'est-ce que je veux, moi, est-ce que je peux aider l'autre à savoir ce qu'elle veut vraiment, et à trouver le point de rencontre. Et ça me fait penser à une des premières conversations qu'on a eues, à partir du moment où, enfin, en tout cas, moi, tu me plaisais beaucoup, et j'avais l'impression qu'il y avait une réciprocité là-dedans. Oui. Et du coup, on a eu la conversation de, voilà ma vie relationnelle, c'est comment la tienne, est-ce qu'il y a un point de rencontre entre les deux? C'était dur? Ouais, c'était dur. Mais je m'en souviens, enfin, c'est une trop belle conversation. Genre, ça m'émeut d'y penser. Mais je me souviens, ce qui avait été dur, c'est que du coup, tu me dis, ça te dit, on partage notre paysage émotionnel. Jamais de ma vie, j'ai entendu ces deux mots ensemble, tu vois. Paysage relationnel, ouais. Paysage relationnel, c'est ça. Je dis, OK. Et donc, voilà, tu me racontes où t'en es, etc. Et, à l'époque, j'étais en relation justement avec une personne, donc c'était particulier. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu me dis, et toi ? Et j'y vais. Donc, je raconte, moi, j'étais dans une relation qui venait de se terminer, qui avait duré sur plusieurs années, etc., qui était compliquée, qui m'avait fait beaucoup de mal. Bon, bref, voilà, j'arrive avec mon petit bagage qui n'est pas évident. Et je me dis tout de suite dans ma tête, il va me rejeter, c'est sûr. J'ai que des histoires bancales de merde, on va se le dire. Où il n'y a rien qui est... C'était pas très joyeux, quoi. Ouais. Et j'avais peur que tu te dises, oh là là, cette meuf complètement instable, n'importe quoi ses relations, enfin, je peux pas imaginer qu'on peut faire quelque chose, quoi. Et je pense que je te l'avais dit par message après, en mode genre, c'était pas facile, j'ai peur que tu penses ça de moi maintenant. Oui, je me souviens. Et tu m'avais grave rassurée et c'était cool. Mais ouais, ce moment-là avait été difficile. Enfin, je m'étais beaucoup entendue et en mode oulala. Ouais. Alors que pour moi, ce genre de conversation, c'est pour ça que j'adore te demander tout le temps comment ça va vraiment. C'est les moments où je me sens le plus relié à toi. Bah ouais. Quand j'ai accès à ton monde émotionnel et ce qui se passe, c'est là où les liens ils se construisent pour moi. Ce qui n'était pas une évidence pour moi. Enfin, ouais. Moi, j'apprends ça, tu vois. Mais en même temps, ça va complètement à l'inverse de ce côté un peu stratégique que je vois qui règne dans le monde relationnel. Et moi, c'est ce que plein de gens me disaient, genre, ah mais non, mais réponds pas trop tôt, parle pas trop vite de ce que tu ressens, attends 3 jours, faut montrer ci, mais ça tu retiens pour la suite. Et puis laisser tes options ouvertes, parce que si t'es un peu en train de parler avec d'autres gens, tu sais jamais, il faut choisir le meilleur. C'est l'enfer. C'est horrible, c'est tellement de stress, tellement d'angoisse, ça on l'a tous vécu, quoi. Et je pense que ça peut être amusant à un moment, mais vraiment, genre, que ce soit bien fait. Moi, ça m'a jamais amusé. Hein. Ça m'a toujours mis plus de charge qu'autre chose. Je parle de ça en mode, tu sais, le début où tu te cherches un peu. Oui. Voilà, plus ce truc-là, tu vois. Mais bien sûr, le truc de... tu sais, t'envoies un message. Enfin, je pense à une personne en particulier où on commençait un peu à relationner et cette personne habitait à... Je vais pas dire où cette personne habitait. Mais on n'habitait pas dans la même ville. Voilà. Et du coup, j'étais allée la voir.
Et en fait, il mettait des jours à répondre à mes messages. Donc, on passe un week-end ensemble, je retourne à Paris, je lui envoie un message en mode « Ah bah c'était trop cool, merci beaucoup, machin ». Il met 3 jours à me répondre, le frère. L'enfer. Et j'étais là, en fait, c'est pas... Et donc, je lui ai dit, genre, en fait, on va arrêter, parce que moi, pendant 3 jours, du coup, je me suis dit, bah, c'était pas bien pour lui. Bah ouais. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai refait toutes les conversations dans ma tête. En plus, je suis de nature anxieuse, donc t'imagines même pas. Et j'étais là, en fait, bah voilà. Et il a fini par me répondre un message, mais adorable, mais vraiment 3 jours trop tard, en fait. Et donc, je lui ai dit, bah, en fait, moi, c'est pas possible, ça. Et je pense que c'est une des premières fois où j'ai... C'était il y a quelques années maintenant, mais où j'ai dit en fait, ta façon de relationner ne me convient pas parce que c'est pas comme ça que je vois les choses. J'ai passé un très bon moment, trop bon moment, c'était trop cool de te rencontrer, mais the end. Et au début, il l'a mal pris. Et il m'a renvoyé un message 2 semaines après en mode « Désolé, c'était stupide de m'énerver. » Je comprends très bien parce que lui-même m'avait dit comment il fonctionnait. Et en fait, on a parlé, quoi. Ouais. Ça, je trouve ça parle grave du... Dès qu'il y a un truc qui se passe bien, on a l'impression qu'il faut absolument le saisir. Grave. Alors que on a peut-être des modes de fonctionnement très différents. Ouais. Et ça n'apportera rien de bon. Je crois qu'après l'entrepreneuriat, le sujet des relations amoureuses, intimes, etc., enfin relations humaines au sens large, mais surtout intimité d'une relation amoureuse, c'est mon 2e sujet préféré au monde, donc j'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Et il y en a un qui parle justement des styles d'attachement, et qu'il y a certains styles d'attachement qui sont absolument pas compatibles, mais il y a beaucoup de gens qui sont en relation entre des styles d'attachement qui vont pas, et ça fonctionne entre guillemets, sans que ce soit épanouissant. Et ça m'avait vraiment marqué, parce que justement, il parlait dans ce truc de se dire on peut ressentir de l'amour pour une personne, avoir envie de trouver le truc, mais en fait, ça appuie tout le temps sur les boutons de l'autre. C'est ça, c'est la personne, elle porte un miroir qui est le reflet de tout ce que t'aimes pas chez toi. Et du coup, ça marche pas. Et je pense que c'est un truc à déconstruire, ça aussi. Dès qu'il y a un truc qui marche, il faut le saisir. Non mais de fou. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas forcément notre service. Ouais, et ça me fait penser aussi un peu au truc du langage de l'amour, auquel on peut être attaché ou pas, mais moi, ça m'a donné quelques clés où, typiquement, pour la même relation là que j'invoquais il y a quelques minutes, où moi, le plus important pour moi, c'est les moments de qualité et surtout se parler. Genre les mots, pour moi, les mots, enfin, vraiment, c'est le plus haut. Voilà, j'étais en face d'une personne qui, justement, était pas très texto, portable, s'appelait. Et donc, et passait pas beaucoup de temps ensemble, donc en fait, ça pouvait pas fonctionner, quoi. Oui. Ouais. Je me dis, c'est pas facile de trouver ces équilibres dont on parle. En fait, j'essaie de me replonger dans l'expérience que je sais que les freelances ou les gens qui nous écoutent ont dans leur relation pour voir les points de friction. Le point de communication, clairement, c'est un point de friction. Mais je me dis que quelque chose qui nous aide aussi, on a parlé de nos espaces séparés, la conversation, etc. Mais c'est aussi qu'on est dans le même monde. Oui. On sait ce que c'est parce qu'on entreprend toutes les deux. Donc tu comprends mon langage, tu sais ce qui se passe dans ma vie, tu me vois bosser. Et voilà, on est dans une réalité similaire. Et je me dis, pour les gens qui ne sont pas dans des réalités similaires, c'est encore plus difficile. Alors que, voilà, juste, on est dans des réalités similaires et encore, c'est pas 100% pareil, mais ça nous facilite la tâche, quoi. Ouais, je pense aussi, ça me fait penser à des couples où il y a une personne qui est freelance et il peut y avoir énormément de frustration de l'autre personne qui justement a des horaires de bureau et quand c'est plus quand la personne sort du travail, c'est fini, alors que nous, ça peut nous poursuivre jusque tard dans la nuit. Oui. Et oui, ça peut créer des points de friction, comme tu disais. Et si les 2 personnes sont freelance, en couple... moi, je me souviens, au début, je me comparais beaucoup à toi. Et je me disais, mais il est trop fort, il a plein de clients. Et moi, j'y arrive pas, je suis nulle. Et on n'a pas du tout le même rythme de travail. Non, vraiment pas. Et ça a mis du temps
pour que moi, je sois en mode, mais en fait, je suis différente, quoi. Je bosse pas pareil. Et ça a mis du temps aussi pour que j'arrête de me comparer. Je pense que je suis plus du tout activée maintenant, là-dessus. Trop bien. Mais c'est vrai que bon, je comparais l'incomparable. Ça fait 7 ans que t'es freelance, ça fait 2 ans que je suis freelance. Enfin bon, et on fait pas le même taf et tout. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc où voilà, je te voyais faire plein de posts sur Instagram, dédier du temps. Il y avait 2 heures pour ça, ensuite 2 heures pour ça. Moi, je fais 2 heures d'un truc. Après, je suis en mode genre bon bah c'est bon là, c'est bien, bien travaillé. et en fait de se dire bah en fait c'est ok, on bosse pas du tout pareil. Mais bon voilà, je pense que j'imaginais qu'il y aurait du jugement de ta part et j'avais envie d'être la meilleure pour toi, d'être à ta hauteur. Et je sais aussi ta valeur travail, elle est très forte. Donc je voulais, je voulais matcher, matcher ça quoi. Et il y avait aussi cet autre truc où, et maintenant on fait super gaffe, mais où parfois avec ta grande bonté et générosité, tu me donnais des conseils que je ne demandais pas du tout. Et j'étais là, mais c'est pas ça que je te demande. Je te demandais juste de lire un truc. Je voulais pas autre chose, en fait. Ça, c'est très genré comme comportement aussi. Oui. Ça, c'en est un que j'ai bien hérité. C'est le côté avoir envie de solutionner les trucs, etc. Et ça a été un vrai travail de déconstruction pour moi. Surtout quand on découvre des outils d'accompagnement comme le coaching. Ouais. Je me souviens, tout début de cette période-là, genre, il y a le petit jargon qui dit que c'est du coaching sauvage. J'étais tout le temps en mode coaching sauvage. Parce que t'as l'impression d'avoir des clés pour... Bah ouais. Moi, je faisais pareil avec la naturo. Hein. Ouais. T'as un rhume, bah fais ça. Et en fait, les gens sont là, genre, mais laisse-moi tranquille. Grave. Je vais prendre mon Doliprane, ça se passera très bien. Et c'est là où ça revient au consentement aussi. Et ouais, à fond. C'est d'accepter que même si t'as la solution, elle ne sert à rien si elle n'est pas demandée et qu'il n'y a pas un espace pour la délivrer. Ouais, grave. Mais tu vois, ce que tu mentionnes là sur notre relation au travail et la comparaison avec l'autre et ainsi de suite, je pense pour moi, ça met en lumière à quel point il y a un travail individuel sur soi et un apaisement avec soi ouais, à fond. Pour être apaisé dans une relation avec quelqu'un d'autre et que c'est indissociable. Oui, c'était pas à toi de faire le travail de moins travailler, par exemple, pour que je sois moins activée. Exactement. Non, mais grave. Ou toi de travailler plus pour être moins activé. Pour matcher, ouais. Et ça, je pense que c'est un truc qui est peu souvent mentionné aussi dans comment on fait pour avoir des relations épanouissantes avec d'autres gens et donc avoir un espace pour le travail qu'on veut y mettre. Ça part de la relation avec soi, en fait. Ouais. Et c'est là où il y a aucun... On peut pas siloter les choses et de se dire, bah voilà, il y a une partie de ta vie, c'est avec toi, une partie de ta vie, c'est avec les autres. En fait, tout est vraiment interconnecté. Complètement. Qu'est-ce qui t'a aidé, du coup, justement, si on prend cet exemple précis de tu te compares, moi je suis hyper intense dans le travail, toi c'est moins le cas, y a le gap de temps. Qu'est-ce qui t'a aidé à apaiser ce truc de comparaison dans ton lien avec toi-même? Plusieurs choses, je pense déjà le temps. Enfin, tu vois, voilà, maintenant notre relation elle est quand même solide, ça fait presque 2 ans qu'on est ensemble. Donc je pense qu'il y a un truc au fil du temps, je me rends compte, toi c'est ta manière de fonctionner, moi je fonctionne différemment. Il y a tout un travail avec ma psy, évidemment. Pourquoi ça résonne autant pour moi? Est-ce qu'il y a des trucs par rapport à mon enfance qui ressurgit? Donc voilà, moi dans ma thérapie, on bosse beaucoup avec les différentes parties qui se trouvent à l'intérieur de soi. Donc qui est là, qui réagit, comment ça se passe avec les autres parts, comment je peux rassurer cette part qui est en alerte. Et aussi parler avec d'autres entrepreneurs qui sont plus dans ma lignée de travail. Donc pas forcément des naturaux, mais je pense à Chloé l'écrivain, avec qui on s'appelle une fois par semaine, on est business buddy. Et on se raconte notre semaine de taf, ce qui s'est passé, etc. Et d'avoir un espace, en fait, où je peux raconter, moi, j'ai travaillé de cette façon, il s'est passé ça dans ma semaine. Et du coup, de pouvoir lui dire, j'ai l'impression que je me compare beaucoup avec Thomas, enfin, d'avoir un autre espace où je peux en parler avec une autre freelance. Ça m'a grave aidé à être rassurée, à m'apaiser. Je pense que ça a été vraiment juste en fait d'avoir d'autres espaces pour en parler et aussi de me rendre compte, du coup, avec la thérapie, avec mes conversations avec Chloé par exemple, de me rendre compte que en fait
moi, je suis lente et c'est OK. Et voilà, et en fait, à l'école, je prenais du temps à assimiler les trucs. Et donc, c'est un truc que ma mère raconte souvent, mais au début de l'année, tous les profs veulent me faire redoubler parce que je suis à l'ouest. Et tu montes en puissance. Et en fait, à partir de... Ouais, bon, je prends un peu de temps, mais mi-mars, vraiment, mon dernier trimestre, c'est bon, j'ai tout compris, j'ai tout acquis. Juste, je mets du temps à assimiler les trucs. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça qui se passe, tu vois. Ouais. C'est que je mets du temps à m'installer, à faire mes trucs, à me rendre compte que ça fonctionne pas, donc il faut que je change. Ouais. Donc, et en fait, je prends l'espace pour voir vers quoi j'ai envie d'aller pour que ça marche peut-être mieux. Ouais. Et je trouve que ça, ce que tu mentionnes sur les espaces pour échanger avec d'autres personnes, ça vient aussi en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'isolement potentiel qu'on peut suivre dans l'escalator relationnel on trouve la personne, on s'isole de ses potes, on emménage à deux, on voit que des gens dans notre... Et que lutter contre ça, moi, le fait d'être en coloc, ça m'aide énormément justement sur ça, parce que j'ai d'autres liens individuels avec d'autres personnes et j'adore ce mode de vie. Toi, ce que tu racontes avec Chloé, avoir différents espaces relationnels qui font que on se contraint plus juste à une seule personne qui doit nourrir tout et avec qui ça doit être parfait. Et attendre que cette personne ait la réponse pour tout. Et la pression que... c'est ça, en fait, l'énorme pression. Et puis en plus, je vois que toi comme moi, on a des sujets parfois, on sait très bien que on va pas pouvoir y répondre, quoi, ou apporter exactement le soutien ou même la compréhension, en fait. Parfois, il y a des sujets sur lesquels je peux pas t'aider. C'est trop loin de ce que je vis, de ce que je peux comprendre. Et pareil pour toi. Tu vois, si on revient au féminisme et l'expérience que je fais de la vie en tant que personne cis femme, il y a une partie que tu ne pourras jamais comprendre, en fait. Et c'est pas grave. Et c'est là où tu as une capacité de m'écouter, mais j'attends pas de toi que tu comprennes exactement quand je te raconte des trucs qui ne me concernent que moi, quoi. Et je pense que ça me fait me voir quelque chose que j'ai, je pense, beaucoup déconstruit dans le temps, mais qui me pouvait pas mal me toucher au début, notamment par rapport à tes discussions avec Chloé ou d'autres personnes. C'est que des fois, il y a des moments où il y a une partie de moi qui avait envie d'être la personne à qui tu te confies sur des choses et de t'aider. Oui. Et que tu parles à quelqu'un d'autre à la place et je suis en mode, mais tu peux me parler à moi, tu sais. Et ça, je me souviens qu'il y a des moments où ça m'avait plus activé. Et là, ça me permet de voir, en fait, ça me touche plus. Parce que, en fait, des fois, comme tu le dis, la personne avec qui tu es en relation, c'est pas la personne dans le bon endroit pour t'entendre, t'accueillir et t'aider sur des choses... Tu vois, et c'est drôle, je me souviens m'être dit, c'est marrant d'avoir cette pensée parce que j'ai pas du tout envie. En plus. Ça me pétrifie d'être la personne sur qui tout repose, parce que je prends trop de poids dans beaucoup d'endroits de ma vie. Et en même temps, il y a une partie de moi qui désire ça. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose de conditionné par ce qu'on nous vend comme vision de ce que l'amour doit être et les relations doivent être. Cette espèce de codépendance pas hyper épanouissante en vrai. Mais on se raconte, je suis tout pour cette personne, blablabla. Je suis trop heureux d'observer du coup que ça m'active beaucoup plus, voire beaucoup moins. Puis je pense aussi à du coup trouver vraiment l'équilibre parce que j'ai l'impression, quand on s'est rencontrés justement, t'étais en mode je veux pas que tout repose sur moi, voilà. Oui, je mettais beaucoup de warning. Ouais, voilà, exactement. Et que c'est comme si on pouvait pas se retrouver au milieu, tu vois. Comme si, du coup, il y a des moments où je pouvais pas aller vers toi alors que j'en avais besoin. Parce que justement, j'ai l'impression que tu voulais trop être, genre, pas en retrait, t'étais engagée dans notre relation et tout, mais je sentais qu'il y avait un truc où tu vois, j'avais peur, en fait, que d'un coup, ça soit la bascule et que ce soit too much pour toi. Et voilà, et je pense que pareil, on a réussi à se rejoindre là, on est au bon endroit. Où là, moi, tu vois, quand j'ai besoin, je le dis, genre, il y a des moments où j'ai besoin de toi et ça ne t'active pas. Alors qu'à l'époque, ça m'activait énormément. Voilà. Je me souviens, le mot besoin, ça me... Ouais, voilà, c'est ça. Et je me souviens quand tu m'en avais parlé au début de notre relation, et j'étais là genre, ah bon, ok, bon, d'accord, bon. Et j'ai l'impression on a tous les deux, on est revenus là-dessus et on arrive à mieux en parler, quoi. Je pense que ça devait être une période de ma vie où
souvent j'ai ce côté, quand le poids s'accumule de trop de choses, parce que notamment, et là on revient sur ce lien travail-relation, mon boulot, il y a beaucoup de gens avec qui je suis en interaction, j'ai beaucoup de demandes entrantes, beaucoup de stimulation extérieure, genre prendre soin de plein de gens, et il y a des moments assez réguliers où ça devient trop pour moi, et je me mets en mode coquillage et je me renferme et je peux plus. Et je pense qu'à cette période-là de ma vie, il y avait ça. Ouais. J'étais déjà en relation avec quelqu'un, donc quand on a commencé à être en lien, moi de mon côté, c'était une relation polyamoureuse parce que j'avais plusieurs relations intimes en même temps. Et je pense que du coup, j'étais tellement dans la limite de la stimulation haute que je pouvais encaisser que j'étais en mode surprotection. Et donc j'avais un discours autour de ça. Un peu trop extrême par rapport à... Enfin, je pense, j'étais en mode survie-protection, quoi. Ouais, je pense que tu te dealais aussi encore avec des expériences passées de relations qui t'avaient touché particulièrement et que t'étais en mode, il faut plus que ça arrive. Oui, c'est sûr. Il y a le trauma de ma relation précédente qui a été très difficile là-dessus, où j'avais justement l'impression que toute la vie de la personne repose sur moi. Je me souviens avoir eu des pensées qui me traversaient de si je pars, j'ai mis genre 6-9 mois à partir de cette relation parce que ça marchait plus, mais j'avais des rêves ou des cauchemars de si je pars, elle va se suicider, enfin des trucs comme ça, c'était super intense. Donc oui, t'as raison, je pense que je me protégeais aussi à cet endroit-là. Et du coup, moi j'arrivais dans cette relation polyamoureuse, le polyamour que je ne connaissais pas du tout. J'étais en mode, et donc je ne savais pas comment ça fonctionnait, donc tu vois que tu me dises tout ça, j'étais en mode ok, il faut que je respecte à mort ça et tout. Ouais, c'était dur pour toi aussi. Donc voilà, et voilà, quand je découvre quelque chose, il faut que je comprenne. Mon cerveau il est là, genre il faut comprendre. Et du coup j'ai acheté plein de livres. T'étais à fond dans la théorie. Je regardais plein de trucs sur YouTube, sur Instagram, cherchais des comptes, machin, et et... Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est apaisé depuis que c'est plus notre réalité. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus tant une recherche que ça. Enfin, ce mode relationnel, il y a bien sûr avantages et inconvénients comme tout. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça nourrirait pas tant mes besoins comme je me le racontais à l'époque ou comme ça le faisait à l'époque parce que j'étais super heureux et épanoui. Ouais. Mais, ouais, je pense que moi, ça m'a permis de me rendre compte... Parce que du coup, j'avais jamais expérimenté une relation polyamoureuse. Et j'étais en mode, vas-y, je vais être cette meuf hyper déconstruite, féministe, hyper ouverte et tout. Et donc, justement, dans tous les livres que je lisais, il y avait beaucoup cette phrase de, quand on te présente ce mode-là de relationner, c'est un peu comme une évidence en mode genre, ça y est, j'ai trouvé ce dont j'ai besoin, ce qui me fait envie. Et moi, j'ai pas du tout ressenti ça et c'est grave stressant. Ouais, je me souviens. Merde. Et du coup, je suis pas assez déconstruite, il faut que je fasse des efforts, machin. Et du coup, j'ai quand même expérimenté avec les relations polyamoureuses parce que j'ai eu une autre relation à un moment. Et vraiment, je me suis dit au bout de quelques semaines, non, en fait, c'est pas ça que je veux. Ouais. C'est drôle comme on remplace certaines injonctions par d'autres. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé. Du coup, il y a l'injonction de la relation à deux parfaite, l'escalator de la relation, on passe on emménage ensemble, on se marie, le chien, la maison, blablabla, à l'injonction de non, il faut surtout pas ça, il faut que je sois la personne la plus déconstruite qui existe. Ouais, complètement. D'être apaisé avec le fait que la personne dont je suis amoureuse ait une autre relation. D'autres partenaires, ouais, c'est dur. On s'en met de la pression, hein. Tant que t'es là, j'ai une autre piste que j'ai envie d'explorer sur ce truc de la place que jouent nos relations intimes, amoureuses dans les autres domaines de notre vie. Là, on a pas mal exploré le lien entre le travail et ça. Mais je sais que dans ta profession de naturopathe, c'est aussi quelque chose qui a un lien direct avec notre bien-être et notre santé. Et souvent, c'est pas notre alimentation ou... Enfin voilà, ce qui a de l'enjeu sur notre santé, c'est pas que ce qu'on met dans notre corps et est-ce qu'on fait du sport ou pas. Ça peut aussi être l'état de notre relation intime qui a un impact sur notre système nerveux, sur notre stress, enfin sur tout ça, quoi. Je suis curieux qu'on explore aussi ce lien-là, du coup, si ça te va. Ouais, à fond. Tu dirais que c'est quoi, du coup, les premières choses qui t'apparaissent de le lien entre les relations amoureuses et notre santé ? Ouais.
C'est l'image que j'ai donnée tout à l'heure où quand on est en couple, c'est comme si la personne, elle tenait un miroir en face. Et elle te renvoie énormément de choses qui sont pas forcément confortables. Et on disait aussi, on peut appuyer sur les boutons des uns des autres. Et nous aussi, ça nous arrive. Il y a des moments... et c'est pas fait exprès, tu vois. Ou parfois, c'est oui, mais la plupart du temps, c'est pas fait exprès. Et je pense que c'est autant important, ce paramètre-là de la relation amoureuse, qu'on soit en couple, célibataire, enfin voilà, tous les paramètres, ouais. Ça a évidemment un impact sur notre santé, autant que notre alimentation, notre travail, où est-ce qu'on vit, le sport, etc. Et c'est là où moi, voilà, quand on me raconte des choses difficiles en consultation par rapport au couple, ou par rapport au fait que la personne peut se sentir seule, etc. Je suis pas là pour donner des conseils. Je fais vraiment attention à ça. Je suis là pour écouter, pour justement réaffirmer que bah oui, ça a un impact en fait sur ta santé. Ouais. C'est pas étonnant en fait que t'aies mal au ventre ou que t'arrives pas à dormir. Si il se passe ça dans ta vie et que ça prend autant de place, bah oui en fait. Ouais. Et de rassurer et de dire en fait tu es humain, bienvenue. Ouais. Et ouais, de pas oublier que le corps ressent autant que la tête, quoi. Ouais. Ouais, donc juste essayer de aider les gens qui viennent discuter avec toi, de tirer des traits entre ça ouais, et ça sont potentiellement connectés. Oui. Là où oui, et de dire par défaut on les déconnecte. Exactement. J'ai mal au ventre depuis 6 ans. Bah, il y a 6 ans, il s'est passé ce truc-là, hyper important dans ma vie perso. On fait des liens. Et encore une fois, et c'est pas on fait pas de la psychologie de comptoir. Je vais pas aller commencer à interpréter, analyser, dire ma pensée philosophique là-dessus. Non, c'est juste dire, il s'est passé ça, maintenant t'en es là. Et laisser la personne, en fait, c'est son histoire, faire ses conclusions. Enfin, moi, j'ai rien à faire là-dedans, quoi. Ouais. Et effectivement, je pense... moi, quand j'ai commencé à essayer de regarder le développement de mes projets pro sous ce spectre multifactoriel, qui est que la plupart des problèmes business, à mon sens, ne sont pas des problèmes business, ils sont des problèmes de ma relation à moi, ma relation dans mon couple, ma santé. En fait, tout ça est tellement interconnecté que une problématique dans ton couple ou dans ta relation... j'ai pas envie de dire que le couple est la normalité, mais voilà, dans tes relations intimes, amoureuses, amicales, des problématiques dans ce spectre peuvent avoir des conséquences sur ta santé et sur ton niveau d'énergie, et comme tu dis, mal au ventre tout le temps, etc. Et donc ça a forcément des répercussions sur à quel point je peux mettre des ressources dans mon projet pro, et du coup, à quel point je peux m'investir là-dedans. Et du coup, quand on essaye de regarder sous le spectre de tu dois bosser plus, mais plus d'intensité, l'entrepreneuriat c'est un truc d'intensité, mais en fait tu invisibilises tous les problèmes racines. Et je sais que ça, dans la naturopathie, c'est souvent une recherche que tu as, c'est comment on revient aux problèmes racines plutôt que de traiter les symptômes. Et je pense que dans notre réflexion sur développer nos entreprises, il y a aussi ça, et que ça parle vraiment de toutes les dimensions de notre humanité, quoi. Ouais, à fond. Je pense... En fait, c'est trop facile, tu vois, de dire ça, c'est mon business, ça marche pas. Et de pas prendre en compte, en fait, c'est trop facile, et en même temps, ça peut être une protection. Je dis ça... En fait, parfois, c'est pas possible de regarder tout ce qui se passe. Voilà, je vois, quand les gens viennent me voir en consultation, c'est parce qu'il y a eu tout un travail en amont de « ça y est, je me sens prête à me faire accompagner ». C'est pas le matin je me réveille et ah ouais, il y a ce truc là, bon peut-être je vais aller voir naturo, psy, machin. Non, c'est que ça fait un moment que c'est là, et que en fait ça y est, là déjà je suis capable de demander de l'aide, ce qui est pas facile pour tout le monde, c'est clair. Et en plus j'ai envie de faire ça avec quelqu'un. Ouais. Et j'ai des exemples qui me traversent du coup de personnes avec qui j'étais en lien, ou même des amis, ou pour qui le lien avec leur relation intime, avancer dans les plans et les projets et l'envie de approfondir cette relation n'est plus compatible
avec la réalité entrepreneuriale à côté. Et du coup, où il y a des enjeux difficiles qui se jouent, parce que on se raconte cette histoire que voilà, je vais entreprendre, ça va bien se passer, nanana, et en fait, des fois non, parce que voilà, c'est un projet à risque. Et je pense que c'est hyper important aussi de réactualiser qu'est-ce qui a le plus d'importance dans ma vie entre ces différents domaines. Il y a des gens pour qui ce sera le travail et c'est OK. Il y a des gens pour qui ce sera la relation et c'est OK. Il y a des gens pour qui ce sera la santé et c'est OK. Et ce travail de remonter à la racine, je pense que ça permet de prendre des choix plus éclairés. Et en fait, c'est OK de fermer sa boîte si c'est au service de l'approfondissement de la relation qui compte le plus dans notre vie. Et ça, j'ai envie de le nommer et de le rappeler parce que notre travail et la forme que ça prend, qu'on soit entrepreneur salarié ou tel poste ou telle boîte, etc., c'est un véhicule, en fait. Complètement. Pour nous aider à accéder à d'autres choses. Il ne faut pas confondre le véhicule et la finalité. Et si tu perds ta relation la plus épanouissante parce que tu te dis « Non, il faut que ça marche et tu mets cette pression et ce poids sur ta relation, ça peut aussi casser les choses. Ouais, et te retrouver avec rien, entre guillemets, à la fin. Enfin, oui, au final. Et je pense que moi, c'est cette pensée qui m'a souvent traversée, que j'ai nommée plus tôt, de l'intensité que je mets dans mon travail va me coûter le reste à un moment donné. Et je pense que la part de moi qui est là-dedans, elle se raconte que je pourrais pas faire autre chose et que le travail est tout en haut de la pile par rapport à tout le reste. Alors que c'est pas vraiment le cas. Non, et en plus, ça me fait penser du coup à ces dernières semaines qui ont été super intenses pour toi, notamment avec Catching, et qu'il y a eu un moment où on n'arrivait pas à passer du temps, mon opinion, qualitatif. Oui. Et ça commençait un peu à être frustrant pour moi. Et donc on a eu cette petite discussion où on n'était pas bien, enfin où j'étais pas bien, surtout moi. Bah moi non plus, j'étais pas bien de recevoir ça. C'était dur. Ça a déclenché tout l'auto-jugement interne. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et j'ai eu une séance avec ma psy et après on est partis se balader, tous les deux. Et où je t'ai dit, en fait, je pense que je préfère qu'on se voit pas. Si tu sens que tu n'es pas dispo et que vraiment là, il faut que tu taffes, je préfère que, tu vois, on se retrouve vraiment à un moment où t'es dispo et moi aussi. Parce qu'en plus, j'avais l'impression que du coup, c'était moi qui devais faire de la place pour quand toi, t'étais libre. Ce qui me plaisait pas du tout, évidemment. Et où j'ai vraiment eu cette réflexion de, en fait, c'est pas grave si on se voit pas un jour, 2 jours, même si on habite à côté. Parce que je sais qu'après, on va pouvoir se retrouver et on va passer, par exemple, une matinée ensemble et ça va être chouette, quoi. Et moi, ça touche, je pense, quelque chose que je travaille avec ma psy en thérapie, qui est le poids que je me mets d'être hyper parfait sur tout. Bosser à fond et faire les trucs que je veux faire dans ma boîte, puis ensuite être l'amoureux parfait pour toi, puis gérer les enjeux de prendre soin de la maison dans ma coloc. Enfin, j'ai l'impression que je me mets beaucoup d'enjeux sur toutes ces choses, et ça c'est un truc que je travaille en psy, et que ça a activé ça justement. Ça a activé le côté tu es en train d'échouer à ta quête de l'équilibre parfait entre tous tes domaines de vie. Oui, alors que en fait on réajuste tout le temps, et dans la santé, dans le corps, on appelle ça l'homéostasie. En fait, c'est un déséquilibre équilibré. Tout le temps, le corps, en fait, ce qu'il essaie de faire, là, si ton système immunitaire, il est un peu affaibli, il va essayer de remettre des paramètres dans un autre niveau pour réussir à encourager le système immunitaire, et ensuite, hop, ça va rechanger. Enfin, et je pense que les relations, c'est pareil, le travail, c'est pareil, c'est qu'il y a un moment, il y a un équilibre qui fonctionne, puis hop, il y a un petit paramètre qui change, donc hop, on va se rechanger. Enfin, et plus on accueille ça, en fait, plus c'est fluide. Et je pense que ce truc de changement, moi, je travaille beaucoup autour de cette notion de changement. Et c'est Bruce Lee qui dit « Be like water, my friend », sois comme l'eau. Et cette citation, elle me porte beaucoup en ce moment. Et c'est moi un truc de fluidité, d'embrasser le changement. Et en fait, c'est pas grave. C'est pas forcément une mauvaise chose, même si on est dans un... Ça peut être frustrant quand t'es dans un truc où t'as l'impression d'être... Par exemple, ma situation actuelle où j'avais une mission freelance qui se termine
alors que je sentais que c'était, ça y est, j'étais enfin dans le bon rythme, parce que ça me met du temps à me mettre dans le bon rythme. Et que ça y est, j'étais dans le bon rythme entre la naturo, ce taf mission, cette mission, etc. Et hop, bah voilà, il y a un paramètre qui s'arrête. Et au début, j'étais là genre, oh là là, c'est frustrant, c'est dur et tout. Et en fait, maintenant, je suis là, mais c'est super, c'est du changement. Et bon, du coup, voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et... Ouais. Et ça me parle beaucoup parce que c'est souvent un discours que j'ai avec les clients de dire... Il n'y a pas un moment où vous allez être arrivé et que tout le temps, votre business va être parfait, vous allez juste maintenir cet état de perfection. C'est qu'on est toujours, comme tu dis, en train de se déséquilibrer et revenir à l'équilibre. Et je pense que ça, c'est vrai, comme tu l'as dit, dans la santé, c'est vrai dans nos entreprises, c'est vrai dans nos relations aussi. Et qu'on est tout le temps dans cette recherche de « Ah, il y a des choses qui se déséquilibrent dans ce sens, ben, je vais essayer de ramener dans l'autre. » C'est malléable. Et là, on n'a pas eu beaucoup d'espace de qualité, ben, on va en remettre plus. Et peut-être que c'est les moments où on va un peu organiser notre calendrier pour ça et se dire on dort ensemble ce soir et on va faire ça ensemble à tel moment. Et ensuite, on repart dans l'autre sens. Ouais. Et je pense que on doit faire le deuil de cette recherche du moment d'équilibre parfait qu'on maintient et juste accepter que tout va être le mouvement de revenir à ce qui nous ferait du bien maintenant. Ouais, tout est changeant en fait en permanence. Notre nature, c'est qu'elle est changeante et heureusement en fait, on sera jamais les mêmes personnes tout au long de notre vie, quoi. Ouais. Et je pense que ça réappuie pour moi sur l'importance d'être au contact de nous, nos propres ressentis, nos propres besoins du moment et ceux de la personne avec qui on est en relation ou les personnes avec qui on est en relation, parce que c'est la porte d'entrée pour retrouver l'équilibre. Du coup, c'est d'où ma fascination, mon obsession de cette question de la météo émotionnelle que je te pose quasiment tous les jours. Dis-moi comment ça va, j'ai envie de t'écouter parler de toi et de tes émotions pendant 10 minutes. Parce que c'est ça en fait, c'est si on a accès à ça, déjà soit avec soi-même mais aussi avec l'autre, c'est là où on peut se demander qu'est-ce qui nous ferait du bien et comment... Alors que si on passe tout de suite sur « il faut être comme si », ça se trouve c'est pas au service de ce qui se joue pour nous en ce moment. Il faut faire tant de choses tout le temps ensemble, en fait le besoin c'est de la solitude. Les injonctions dont on parlait un peu plus tôt, ou même faut absolument avoir des relations sexuelles toutes les semaines, machin, sinon ça veut dire que ça va pas, qu'il y a plus de passion, qu'il y a plus d'amour. Et je pense à une vidéo YouTube qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, où justement avec une sexologue, et je crois que c'était Thibaut InShape, qui est problématique sur beaucoup de niveaux. Et voilà, et cette je sais plus si elle était psychologue, elle était sexologue, et voilà, et qui répétait des schémas de l'angoisse de il faut que ce soit comme ça, sinon ça veut dire que ça va pas. Et moi c'est pas possible, quoi. Et surtout c'est tellement pas adapté à la réalité des gens, quoi. Enfin, moi, quand je parle de nous à d'autres gens, en fait notre couple il est grave différent de d'autres personnes, et parce qu'on est tous différentes, quoi. Et c'est vrai que j'ai l'impression que peu importe les sujets, entrepreneuriat, santé, relations, on est constamment dans cette recherche de le truc que je dois faire, presque une méthode de mesure pour qu'on se dise j'en suis où sur cet étalon de mesure. Par exemple, il faut avoir des relations sexuelles X fois par semaine, et si on a ça, ça veut dire que c'est bien. C'est good. Ou alors il faut faire X séances de sport. Et que si j'y suis pas, oh là là, je suis ça va s'effondrer, tout va s'effondrer. Ou dans mon business, il faut que tu postes tous les X. Et je pense qu'il y a certainement des parts de vérité là derrière, mais il faut se demander c'est quoi ce que ça permet, et est-ce que j'ai ça aussi à d'autres endroits? Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça me rend... Enfin, il faut déconstruire les étalons de mesure pour revenir à, ok, là, dans l'instant, qu'est-ce que je sens qui me ferait du bien, et mes besoins et mes émotions, et comment on crée ça ensemble. Ouais, vraiment partir de soi, et ensuite prendre les autres dans notre paramètre. Mais je pense que parfois ça peut aider, bon pas tout le temps, mais je pense que ça peut aider vraiment de partir de l'intérieur et de composer avec ça, puis ensuite rajouter la couche extérieure de nos vies, quoi. S'il y a des gens qui nous écoutent là, et depuis tout à l'heure qui disent ça me parle, j'ai envie de mettre plus de lumière sur ce qui se joue entre ma vie pro, mes relations intimes amoureuses, ma santé, enfin voilà un peu les liens qu'on a commencé à tisser.
Tu penses que ce serait quoi un bon point d'entrée pour le podcast se termine et elles peuvent aller... Enfin, c'est quoi la suite, quoi? Ouais. C'est une grosse question. Grosse question, mais je me dis, ne laissons pas les gens avec que des questionnements. Je pense qu'il y a les méthodes un peu classiques de journaling, par exemple. Vraiment d'écrire, mais que ce soit une page par jour. C'est pas une injonction. Vous écrivez quand vous voulez. Mais de poser vraiment des trucs à l'écrit. Parce que parfois, on a du mal à formuler les choses à l'oral. Moi, je sais que c'est difficile parfois de sortir des trucs. Et l'écriture, ça peut vraiment m'aider dans ces moments-là. Pour se reconnecter à soi aussi, comme on disait juste avant, je pense aussi. Et puis de se dire... tu vois, parce que parfois, on a des idées dans la tête en mode genre « Ah non, mais c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça qu'il faut que je fasse, etc. » Puis on pose des trucs à l'écrit, on est là genre « Ah non, mais en fait, c'est pas du tout ça dont j'ai besoin, quoi. » Et parce qu'on est beaucoup dans nos têtes quand même. Et pareil, aussi, faire des pratiques somatiques. Donc ça veut dire être dans le corps. Et pas forcément du sport, que ce soit danser, aller marcher, faire 10 sauts, 3 squats, et de se rendre compte, ah waouh, la chaleur là que je ressens dans mon corps, ça me donne envie de faire ça, j'ai besoin de reprioriser ça. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Moi, ce qui me vient, en tout cas, par rapport aux exemples que tu donnes, c'est que le premier pas, c'est déjà de se reconnecter à soi et de revenir comprendre et capter. En tout cas, et c'est la démarche qu'il y a dans la communication non violente aussi, c'est que ça commence par le lien avec soi. Donc, retrouver l'authenticité de comment je me sens dans cette relation, c'est quoi les besoins qui sont nourris, les besoins non nourris, donc partir des sensations, et l'écriture peut nous aider beaucoup à ça, mais que sans ça, c'est dur d'être en lien avec la personne si on n'est déjà pas connecté à soi, quoi. Donc je dirais que ça, c'est vraiment le point de départ. Et tu as donné des pistes. Et après ça, et seulement après ça, à mon sens, on peut commencer à réfléchir à comment on recrée un espace avec l'autre pour peut-être aborder des sujets de discussion qu'on n'a pas pu aborder auparavant. Et j'aimerais dire aussi un truc, c'est que ça se fait, si c'est une problématique, si c'est un truc autour du couple et à deux, c'est qu'on est vraiment deux dans une relation. Et je dis ça aussi pour moi, pour me rappeler. Parce que moi, j'ai tendance à beaucoup prendre la charge mentale de ce que pense l'autre. Et c'est là où tu me soulages beaucoup, entre guillemets, parce que tu fais ce travail-là émotionnel. Donc, je ne l'ai pas trop avec toi, mais je sais que je l'ai avec d'autres personnes autour de moi. Où c'est moi, où je refais toute la conversation, où je suis vraiment en mode « Ah, j'ai dû dire des trucs qui allaient pas, est-ce que la personne m'en veut, faut que je change ?» J'ai du coup perdu le fil de ma pensée. Oui, juste pour dire, voilà, on est vraiment à deux dans une relation et la relation se travaille à deux. Donc faire tout le travail pour l'autre personne, moi je le vois en consulte où la personne va beaucoup me parler de son couple, mais il n'y a que elle qui fait le travail, sauf que... Oui, au bout d'un moment... Voilà, et de vraiment trouver des espaces à deux pour faire ce travail ensemble. Et ça me fait penser à un livre que j'ai énormément apprécié, qui est dans votre bibliothèque à la maison. C'est La salope éthique. Et donc qui est d'abord basé sur les relations polyamoureuses, comment relationner avec plusieurs personnes, etc. Mais en fait, qui sert vraiment à tous les êtres humains sur cette planète. C'est clair, il est incroyable. Et où moi, j'ai eu vraiment des petites révélations, et notamment par rapport à la dispute, où en fait, la dispute, c'est pas un espace pour qu'il y ait quelqu'un qui gagne à la fin. La dispute, c'est vraiment pour remettre les choses à leur place, et qu'à la fin, tout le monde soit satisfait, en fait. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des conversations avec des gens sans s'engueuler en hurlant. Mais juste où moi, je suis sortie de cette conversation où, en fait, j'ai senti que la personne avait vraiment beaucoup déchargé, mais que moi, je me sentais toujours aussi pas bien, quoi. Et ça, c'est pas OK. C'est pas ça, une discussion, en fait. C'est pas ça, une dispute. Ouais, la dispute, c'est l'appel d'air dont on a besoin quand il y a de l'accumulation. Je pense que c'est hyper sain, en fait, de se disputer. Des gens qui se disent, nous, on se dispute jamais. Enfin, tu vois, nous, on se dispute, mais bon, c'est très calme et très cordial. Enfin, on s'est jamais engueulé, je dirais. Peut-être ça arrivera, on sait pas. Mais on a eu quand même des moments où, en fait, il y a eu de la colère, il y avait de l'incompréhension, de la tension. Et j'ai jamais eu une conversation avec toi où je me suis sentie pas bien. Le mot que je cherche, c'est pas rapetissime, mais plus basse que toi. Enfin, tu vois,
Ouais, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave, mais ou à la fin, j'étais là, bah oui, c'est moi, faut que je fasse des efforts. Et alors que ça m'est beaucoup arrivé dans mes conversations où en fait, j'ai l'impression que la personne retournait le truc. Ça, c'est la CNV pour moi. C'est accueillir. Et en fait, c'est ne pas dire que ce que tu ressens ou ce que tu dis est illégitime, mais c'est le considérer comme légitime. Partager moi aussi ce que je vis et que je considère aussi comme légitime. Et à partir de ce constat, chercher le point de rencontre entre les deux. Et voilà, ça c'est, je pense, une base dans toutes les relations humaines qui est hyper importante, qui se joue d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, très important aussi. Mais qui est dur à mettre en place très dur. Au final. C'est pour ça, nous on dit à toutes nos clientes, genre, si vous pouvez suivre le cursus CNV du début à la fin, ça va changer votre vie à tellement de niveaux, parce que ça joue partout. Ouais. Et c'est juste comment être en lien avec l'autre, en fait. Et... Moi, j'ai un petit warning sur la CNV, mais... Vas-y, c'est quoi ? Je cherche les bons mots, mais je pense qu'il y a un truc où moi, je fais gaffe avec la CNV, parce qu'il y a des moments où je trouve que ça peut devenir très passif-agressif. Alors, je l'ai jamais expérimenté de cette façon avec toi. Oui. Mais je trouve que, par exemple, une personne qui s'est vraiment formée à la CNV et une personne qui débarque, qui a une conversation avec cette personne qui est au courant elle peut vraiment retourner la conversation pour que ce soit à son avantage. Je pense que il y a des moments où ça peut être utilisé par des personnes qui ne sont pas forcément très bienveillantes. Et ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans une conversation où je sais que j'ai raison, mais la personne, elle est mieux armée que moi, entre guillemets. Elle a des outils qui fait qu'elle arrive à retourner la conversation à son avantage. Et c'est là où je parle un peu et même de... Tu vois, mais c'est moi aussi, il faut que je taffe, mais tu vois, ce truc de merci pour ton nom, il y a des moments, je suis là, genre... Bah, nique-toi un peu. Genre... Je trouve ça un peu limite. Il y a des moments où... Après, je pense que la nuance là-dedans, c'est qu'il y a... Alors, bien sûr, il y a l'intention de base dans comment je rentre dans l'interaction. Et effectivement, la CNV peut être un outil au service d'intentions qui ne sont pas le soin. Mais ensuite, il y a CNV et CNV. Bien sûr. Et il y a le protocole de « je vais mettre telle forme dans ma phrase » qui est genre vraiment la pointe apparente de l'iceberg par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Et je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui se limitent juste à ce petit truc et qui font pas tout le taf. Parce qu'à la base, c'est soi avec soi. Au tout début, c'est soi avec soi. Mais j'entends, j'ai déjà été aussi face à des gens qui outillaient le protocole CNV au service de j'ai raison et c'est toi le problème. C'est toi le problème, genre va taffer. Tu vois, et c'est le risque d'arriver à du gaslight. Oui. De nier en fait ce que tu ressens et que moi, mes sentiments ont plus d'importance que mes émotions, mes ressentis, plus d'importance que toi. Et je pense que c'est ce qui se passe beaucoup dans beaucoup de relations. Oui, et je pense que les mecs l'utilisent beaucoup. Enfin, tu vois, je pense au podcast Le cœur sur la table, où Victoire Toyon, c'était vraiment après la première saison, où en fait, elle a eu plein de témoignages de meufs ou de personnes queer qui disaient que, en fait, souvent c'était un homme qui disait « Ah mais non, mais je suis hyper déconstruit, on ouvre notre relation et tout », mais qui faisait pas du tout le travail émotionnel derrière que ça implique quand tu ouvres ta relation, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a un truc comme ça aussi avec la CNV, en mode genre... tu vois, et ça me fait penser aussi à un acteur qui a grave gaslighté sa meuf. Elle a donné tous les SMS où en fait il est en mode moi j'ai fait ma thérapie, ma psy m'a dit que t'étais problématique et donc quand tu mets une photo en bikini sur ton Instagram, ça me fait me sentir pas bien. Mais ça va pas la tête. Ouais. Mais voilà, je dis juste que voilà, il y a des travers. Je reconnais les énormes bénéfices de cette pratique. Ouais. Mais parfois, voilà, c'est retourné... En tout cas, il faut qu'il y ait le même niveau entre les deux personnes, parce qu'effectivement, dans cet exemple-là, qui est hyper intéressant d'ailleurs, pour qu'est-ce qu'on en fait après. Ouais, grave, oui. En fait, c'est la stratégie de... Du coup, quand je vois une photo de toi en bikini sur Instagram et que moi, je me sens pas bien... Bah, du coup, la stratégie, c'est ne poste pas de photos de toi en bikini sur Instagram. Tu vois, c'est pas une stratégie. Enfin, il y a plein d'autres stratégies. Et en fait, moi, ce qui me fascine dans ce protocole ou dans l'approche et la philosophie derrière la CNV, c'est mettre en lumière c'est quoi le déclencheur de ton émotion
et qu'est-ce que l'émotion cache derrière. Et là, le fait que cette personne se sente pas bien quand... Ouais, qu'est-ce que ça déclenche chez toi? Voilà. Qu'est-ce qui se passe derrière le fait que tu te sentes pas bien? Est-ce que c'est parce que t'as de la peur? Il y a de l'insécurité. Et c'est ça, en fait, le vrai sujet. Ouais, tu vois, de fou. Et en fait, ce que beaucoup de mexistes ne sont pas capables. Mais Exactement. aussi, encore une fois, parce qu'on leur apprend pas. Ouais. Parce qu'il y a tout un système en place qui fait que intelligence émotionnelle, zéro, quoi. Ouais. Mais c'est de leur faute. Et en même temps, il y a une petite partie, j'excuse pas du tout les comportements problématiques. Il y a de la systémie, Il y a de l'individuel. Et il y a de l'individuel, à fond. Et ouais. Il y a un truc auquel on revient souvent toutes les deux dans notre relation aussi, qui, je pense, peut être intéressant à ce stade de notre conversation à mentionner. C'est la définition de l'amour. Et en fonction de comment on définit ce que c'est l'amour, ça va influencer pas mal notre comportement ensuite dans les relations. Et nous, je sais qu'on a eu des conversations autour de celle qu'on voulait choisir, qui est celle dans le livre de Bell Hooks à propos d'amour. Ouais. Est-ce que tu as envie de partager autour de ça comment ça t'aide, comment ça te parle, ce qui se met en place? On parlait de choix tout à l'heure. Je pense que tous les jours, nous deux, on choisit d'être ensemble. Il y a vraiment un truc où on ne subit pas notre relation. Et vraiment, ça, c'est vrai, quoi. Genre, tous les jours, on choisit qu'on a envie de relationner. Et c'est pas un truc qu'on fait parce que pour correspondre aux normes, parce que le couple, c'est le goal, c'est mieux, t'as réussi ta vie, etc. C'est un piège dans lequel on n'essaye pas de tomber. Et je pense qu'on a pu tomber dedans à des moments dans notre relation et on a remis des choses en place par rapport à ça. Et où même moi, j'ai adopté des comportements, enfin un truc vraiment qui m'a énormément étonnée. Où je me suis pas épilée pendant genre 10 ans, mais vraiment pas du tout. On s'est rencontrés, on commence à sortir ensemble et mais vraiment, je ne sais pas d'où ça vient, je recommence à m'épiler. Je vais chez l'esthéticienne et j'ai fait ça pendant genre 1 an. Et au bout d'un moment, j'étais mais pourquoi tu fais ça en fait? En plus, surtout, je sais que toi, t'as zéro problème avec tout ça. Et je sens que ça venait vraiment de ma part et que j'étais rentrée dans un truc de... J'ai un peu gagné au jeu de la vie parce que j'ai ma relation en couple hétéro en plus qui fonctionne super bien. Et c'est bon, quoi. Genre, j'ai gagné. Et je me suis dit, ok, cette pensée, méga dangereuse. Et c'est un piège vraiment de merde. Ouais, et ça a été... et c'est là où je me suis rendu compte que c'est super facile de tomber là-dedans et du coup de plus être dans ce truc de je choisis d'être avec toi tous les jours. Ouais. Est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus? Je vais dire peut-être pour les gens qui écoutent ce que c'est la définition que Bell Hooks donne dans ce livre, plutôt que de teaser, et qui parle de ce que tu dis sur le choix. C'est que dire l'amour, c'est pas un ressenti qu'on a dans un moment, c'est un acte. Et que tous les jours, on peut décider d'incarner ça et de se dire c'est un acte, c'est un truc qu'on entretient et qu'on nourrit comme un feu. Et c'est l'action de s'aimer. Et ça, je trouve que ça représente pas mal ce qu'on s'est dit là. C'est, entre guillemets, le travail, même si, l'association du mot travail, pour certaines personnes, on va se dire, c'est pas un travail. Mais en vrai, si. C'est du taf. C'est du taf. C'est grave du taf. De prendre soin de l'autre, de prendre soin de soi, de créer un espace relationnel qui est au service. Et c'est grave du taf, même quand t'as fait tous les modules de CNV. Oui. C'est juste que t'as des meilleurs outils. Comme, imagine, t'essayes de construire une maison avec de la paille vs du bois, c'est juste ça la différence, t'as des meilleurs outils. Exactement. Ouais. Et peut-être c'est ça la conclusion, c'est... En fait, je me dis, il n'y a pas de solution de toute façon à tout ça. Comme il n'y a pas de secret pour développer sa boîte, il n'y a pas de secret pour un couple ultra épanoui, parfait, etc. Comme il n'y a pas de secret pour une santé parfaite et sur mesure. Il y a juste le travail de se rééquilibrer constamment. Juste. Et puis aussi, pour moi, il y a un vrai travail de relationner, tu vois, en tant que femme cis, blanche, de relationner avec un homme
C'est pas simple. Et voilà, pour donner une statistique, les femmes ont plus de chances de mourir chez elles parce que si elles vivent avec un homme que de mourir à l'extérieur d'un autre. Elle est horrible cette stat. Et elle est très réelle et je pense que entre nous ça marche aussi parce que t'as fait un énorme sans vouloir te donner une médaille parce que vraiment je déteste ce truc-là, mais de ta part il y a eu un énorme travail de lire des bouquins qui sont pas très agréables parce qu'ils te met face à beaucoup de choses qui sont réelles et que énormément d'hommes décident de ne pas voir, de ne pas regarder, de ne pas s'éduquer ou de dire moi j'ai jamais fait ça, moi je suis pas comme ça, not all men quoi. Alors qu'en fait tu les connais les agresseurs, c'est les mecs autour de toi et que en fait il y a une énorme omerta et que c'est le boys club quoi, tout le monde se protège et qu'il faut pas parler et tout l'enjeu de MeToo des femmes qui parlent et de dire on vous croit même si derrière les mecs qui sont là genre non mais c'est pas vrai. Ça me fait me dire que sur cette question qu'on s'est posée tout à l'heure de qu'est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent faire pour avancer dans cette réflexion de la relation, il faut séparer en fonction de comment on a été éduqué. Et moi j'ai envie de dire, s'il y a des mecs qui nous écoutent à qui ça parle et qui se disent qu'il y a du travail, et il y en a très certainement du travail à faire, parce que même moi c'est un truc du quotidien, de continuer de déconstruire toutes ces choses. Peut-être le point d'entrée, c'est lire des livres féministes, du coup. Et même si c'est très désagréable. Et j'en ai un que j'ai envie de recommander, c'est encore une fois Bell Hooks. Donc à propos d'amour, je pense que c'est une super lecture. Mais je dirais aussi le livre qui s'appelle La volonté de changer, qui est un livre féministe, mais spécifiquement écrit pour les hommes, sur à quel point le patriarcat fait aussi souffrir les hommes. Ouais, à fond. Et ce livre, il est trop bien. J'en ai lu beaucoup des livres féministes, mais c'est le premier que j'avais lu spécifiquement adressé aux mecs. Et je me souviens que ça m'a vraiment fait du bien de me dire, genre c'est écrit pour moi, c'est écrit. Enfin voilà, je rentre dans un sujet qui est pas écrit pour moi et je fais le. Tu vois, j'ai l'impression que c'était plus fluide. Bien sûr. Et je me dis que ça peut être un bon point d'entrée. C'est aussi. un bon point d'entrée, je suis d'accord. Ouais. Et après, on va dans les trucs où ça pique un peu plus. Et c'est génial quand ça pique. Moi, je me rends compte que c'est devenu une recherche. Genre, j'ai envie d'aller trouver des nouveaux livres qui vont ouvrir les zones d'ombre ou les œillères et les angles morts. Et c'est comme voir le monde d'une nouvelle façon, en fait. Ouais, et je pense à un autre très bon livre qui s'appelle En bon père de famille de Rose Lamy. Où quand je l'ai lu, j'ai vraiment dit j'ai besoin que tu le lises. Et je l'ai lu. Ouais, bravo. Toujours pas de médaille, mais... Oui. Après, le nombre de livres que tu me dis de lire et que j'ai pas lu... Oui, mais celui-là, il y avait vraiment un truc où c'était important pour moi. Parce que justement, c'est vraiment le bon père de famille, c'est la figure qui ne peut pas être agresseur, alors que pourtant, c'est bien eux, et c'est pas forcément des pères, mais voilà, c'est pour faire... pour reprendre cette expression qui est très française, de dire un bon père de famille ne peut pas faire ça, il était super sympa avec ses voisins et adorable avec ses enfants, à côté de ça. Et en fait, c'est vraiment mettre en lumière quelque chose de très pernicieux, quoi. Les monstres n'existent pas. C'était vraiment important pour moi que tu le lises. Une espèce de bienvenue dans ma réalité, quoi. J'allais dire, je pense que c'est hyper intéressant aussi pour des gens qui nous écoutent de se demander comment on peut avoir des cultures communes qui nous permettent d'avoir des conversations sur ces sujets. Parce que je sais que le fait qu'on ait toutes les deux écouté Le cœur sur la table, par exemple, ça nous donne des points de repère pour parler de certains sujets parfois théoriques sur les relations, et donc d'ouvrir des conversations autour de ça. Là où le déséquilibre classique de la femme ou meuf dans la relation qui a écouté et consommé plein de trucs féministes, qui essaye d'en parler aux mecs, genre ce déséquilibre de culture, il est très difficile à combler. Et c'est pour ça, je pense, je me dis, écouter Le cœur sur la table ensemble pour avoir des conversations. T'as pensé quoi de ça ? Et toi, moi, t'as pensé quoi de ça ? C'est un premier pas peut-être pour combler ce déficit de... à fond. Ça, je me dis, c'est intéressant. Et puis, du coup, ça amène le sujet de la charge mentale de est-ce qu'on doit éduquer les personnes avec qui on relationne ? Et c'est dur, quoi. Moi, je pense que j'ai essayé un peu de faire ça et non,
c'est too much. Ça rajoute en fait une charge mentale. En plus, déjà que tu essayes que ton couple marche. Enfin, vraiment, prenez le pouvoir là-dessus, quoi. D'où tout ce mouvement de personnes qui décident de ne plus avoir de relations hétéro. Grave. Par conviction politique aussi, de dire en fait cette charge mentale on n'est pas là pour la porter et donc juste on va arrêter parce que on n'est pas là pour faire ce taf. Et je comprends de fou. Et en même temps je comprends de fou l'autre côté de putain je me suis attiré par des mecs cis. Non, mais évidemment. Comment faire? Et puis, moi, ça me fait penser, tu vois, des personnes, des meufs qui se mettent en couple avec des mecs et elles savent qu'elles doivent un peu, genre, si elles sont très féministes, bon, il n'y a pas de degré de féminisme, mais voilà, si c'est vraiment un truc très important, si, voilà, ce que tu disais, t'es vraiment... amoureuse de cette personne, etc., tu vas un petit peu... tasser le truc, ouais. Tu vas un peu baisser ton niveau d'intensité du féminisme parce que t'as envie de continuer à... T'as fait ça avec moi un peu, non, des fois? Je suis pas sûre. Ok. J'ai pas l'impression, je l'ai fait beaucoup. Attends, je réfléchis. Je suis très heureux si la réponse est non. Mais... Je pense que parfois, je peux prendre des pincettes, mais après, je vais te donner des trucs à lire en mode genre, moi j'ai pris des pincettes, mais cette personne n'a pas pris des pincettes, donc tu devrais le lire. Mais c'est quand même très rare où je sens que j'arrive pas à te dire quelque chose qui est important pour moi ou alors si je sais que voilà, ça peut vraiment t'affecter et que j'ai besoin de t'en parler, encore dans ce truc de j'ai besoin qu'on ait un moment où on se parle. J'ai des trucs à te dire qui sont pas faciles. Oui, on crée l'espace. On crée l'espace pour. Je viens pas de chercher, tu vois, après une énorme journée de taf, en mode c'est maintenant, t'as pas le choix, quoi. Parce que c'est ça aussi où parfois ça peut ressortir à des moments où c'est pas le moment. Mais parce que parfois on n'en peut plus, quoi, il faut que ça sorte. Ouais. Et je pense qu'une bonne technique aussi, c'est vraiment de créer des espaces où on sait qu'on va avoir des conversations qui vont forcément nous trigger. Ouais. Et pour revenir à ce que je disais un tout petit peu avant, mais j'ai perdu le fil. Moi, je vais rebondir sur ce que tu dis là parce que je me dis, ces espaces, plus on les normalise, plus ça apparaît aussi naturellement au bon moment. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime autant ce rituel de la petite météo émotionnelle quotidienne. On le fait pas tous les jours non plus, mais on le fait assez régulièrement. C'est parce que ça ouvre l'espace pour que d'autres sujets puissent sortir. Oui. Et quand on le fait tous les jours, du coup, c'est pas le poids de... Ouais, le truc énorme. Tous les classeurs tout d'un coup. Et on va prendre tous les classeurs un par un. Et tu vas m'écouter maintenant. Ouais. C'est en fait, ça se fait petit à petit et c'est dilué. Oui. Et du coup, c'est moins genre un chantier. Ouais. Et où on est en mode, oh là là, il va falloir s'y attaquer, on s'y attaque pas. Ouais. Ce qui peut être le cas, je pense, au bout d'un moment, quand t'es tellement resté dans des trucs et qu'il y a des choses non dites qui s'accumulent, t'as l'impression que c'est impossible parce que c'est un chantier énorme. Ouais. Alors que quand c'est attaqué petit à petit au quotidien, parce que ça fait partie de la manière de relationner, ça fait du bien, quoi. Ouais. Et ça m'est revenu ce que je voulais dire, mais par rapport au fait de minimiser un peu son féminisme quand on sort avec un homme cis, je sais à quel point ça peut être vraiment difficile, parce qu'on a l'impression de se trahir. Et je pense que c'est un énorme enjeu quand on est féministe et qu'on veut relationner, c'est pas un choix quelque part. Ouais. On relationne avec des hommes, c'est pas simple et pareil, j'ai pas vraiment de solution. Mais je pense que c'est important de mettre un peu de lumière là-dessus en mode genre we see you et de pas rester seul avec tout ça, quoi. Il y a plein de groupes de parole qui sont d'en parler entre nous et Comme tu le sais, on a une tradition de fin sur ce podcast qui petit à petit va se matérialiser par un jeu de cartes. On en a parlé tout à l'heure. L'idée, c'est que je collectionne des questions que chaque membre contribue, chaque personne qui passe sur ce podcast contribue à un jeu de cartes qu'ensuite les gens pourront utiliser, tirer au sort les questions issues de ce podcast. Et j'en ai tiré une au sort avant notre conversation pour toi. J'ai un peu influencé parce que, et je t'expliquerai pourquoi après. Et du coup, la question que j'ai tirée pour toi, c'est: est-ce qu'il y a certaines douleurs ou maux dans ton quotidien qui te traverseraient régulièrement, mais que tu as banalisé?
Récemment ou... Je te laisse la liberté de répondre comme tu le souhaites. Ok. Plusieurs choses qui me viennent. Je pense que je vais parler d'un truc qui me pèse pas mal en ce moment, c'est mes acouphènes. Donc les acouphènes, c'est un bruit qu'on entend dans les oreilles. Ça peut être vraiment un sifflement ou comme un bruit sourd dans l'oreille. C'est vraiment différent selon les personnes. Et moi, j'ai des acouphènes depuis que j'ai 15 ans environ, plus ou moins fortes. Et c'est un bruit comme quand on sort d'un concert, le sifflement des oreilles. J'ai ça en permanence. Donc je l'entends pas la journée. Là, de le dire, je l'entends par exemple. Ça le remet à la première place. Mais au fil des années, j'ai appris à ne plus l'écouter. Et la nuit, ça me dérange plus quand je dors. Et récemment, ça s'est aggravé depuis novembre dernier. J'ai un nouveau bruit en plus. Donc il y a un bruit qui s'est rajouté au bruit que j'ai déjà depuis presque 15 ans. Qui est, c'est que je te disais, ah t'entends les cloches? T'étais là, bah non. Il n'y a pas de cloche, mon amour. C'est bizarre. Et en fait, donc j'ai ce nouveau bruit qui est au début qui était un peu comme des cloches vraiment d'église. C'était très prononcé, c'était vraiment bizarre. Et maintenant, c'est un peu comme si quelqu'un passait l'aspirateur à côté de moi en permanence. Et c'est une énorme source de stress. D'où le fait aussi qu'on dorme moins ensemble, parce que j'ai besoin vraiment d'entendre le moins de bruit possible parasite. Et c'est très dur les acouphènes parce qu'il n'y a pas de remède, on ne peut pas faire grand-chose. Même si voilà, je suis en train de mettre en place, je me rends compte que c'est peut-être à cause de mes mâchoires et que j'ai peut-être des trucs à faire par rapport à ça, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je me rends compte que pendant 15 ans, en fait, j'ai banalisé ce truc qui est franchement désagréable, qui me rend très sensible au bruit, du coup. Donc, quand je suis entourée de groupes de personnes, il faut vraiment que je me prépare en avance. Parfois, je porte même des boules caisses avec des gens, sinon je peux pas être présente. Ça fait aussi que je me concentre moins longtemps. Enfin, voilà, ça a énormément d'influence dans ma vie. Et je pense que je l'ai beaucoup banalisé. Et là, le fait que ça revienne aussi fort... Je me rends compte que c'est pas normal de vivre avec ça finalement. Et que c'était un ORL il y a 10 ans qui m'a dit on peut rien faire, c'est comme ça, prenez du magnésium quoi. Ouais. Super. Et c'est devenu du coup une réalité. Et c'est devenu, voilà, ça m'est revenu un peu sur la figure là ces derniers temps. Donc je prends soin de ça. Beaucoup, ouais. Cette question, c'est toi qui l'as posée. Oui, je me souviens. Fois. Tu te souviens? Ouais, je me souviens. Je me demandais si tu te souvenais ou pas. Ouais, je me souviens. J'ai fait exprès de te la reposer pour voir. Bravo. Est-ce que tu as envie de contribuer à une autre question au jeu de cartes? Ça peut être une question en lien avec notre discussion ou autre, mais que des gens pourraient piocher et se poser. Je pense que la question que j'ai envie de poser, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose dans son quotidien... Je vais parler à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon quotidien que je m'inflige, tu vois, et qui en fait qui est pas nécessaire? Est-ce qu'il y a vraiment un truc que je fais tout le temps ou que j'ai l'impression que vraiment j'ai pas le choix, ça doit exister dans ma réalité, alors qu'en fait non. Pour les gens qui veulent répondre à cette question et te partager leur réponse, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur Internet? Sur Instagram, je réponds aux messages, mais aussi j'ai un formulaire sur mon site Internet, et on peut m'envoyer des messages. Génial. Ouais. J'espère que tu auras des gens qui vont te répondre. Yes, n'hésitez pas. Merci beaucoup Marie pour tout ça, c'était trop bien. Ouais. And cut. T'as kiffé? Ouais, c'était cool, t'as kiffé? Ouais, grave.